Bonjour Agathe. Bonjour Jessica. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à débuter cette conversation? Vaste question, beaucoup de choses mélangées, de l'appréhension, de ça, de pas savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, à quelle sauce je vais être mangée. Non, mais très heureuse d'être ici, mais plein de trucs mélangés, voilà. Heureuse, excitée, un peu peur. Ça va bien se passer. Voilà. Alors, tu es arrivée habillée d'un haut blanc avec un peu de broderie anglaise, je dirais, qui est attaché par le milieu avec 3 nœuds. Tu portes un pantalon taille haute imprimé vert et blanc cassé. À tes pieds, tu as des chaussures en daim qui sont... Avec, je sais pas, La couleur, c'est un peu brique. Ouais, ok. Brique délavée. Tu portes des gros bijoux imposants, notamment un collier et des boucles d'oreilles en or jaune. À quoi est-ce que tu as pensé en t'habillant ce matin? Alors merci pour cette description, j'aurais pas fait mieux. Écoute, j'ai pensé à confort parce que du coup je viens de Bordeaux quand même. Je suis enceinte en plus, donc du coup confort. Et puis c'est vrai que mes petits bijoux, mes gros bijoux, c'est un peu peut-être mon. Par exemple quand j'ai pas de boucle d'oreille, je me sens toute nue. Et j'adore porter aussi des gros colliers. J'ai l'impression voilà, d'avoir ma petite armure pour affronter le monde extérieur. Et puis voilà, non, le pantalon, c'est juste un pantalon joli et confortable. Ça, c'est mignon, c'est pas, il y a rien de plus, quoi. Alors Agathe, tu es illustratrice. Ce que j'ai ressenti toi en préparant cette interview, c'est une lumière intérieure chaude, vacillante et pourtant tellement puissante puisqu'elle a su se frayer un chemin à travers les ténèbres de ton enfance. Dessiner pour toi, ça a été une manière de t'évader, de dresser des remparts contre la violence, une manière aussi d'esquisser un monde rêvé et d'essayer de combler tout ce qui a manqué. C'est aussi dans le refuge du papier que tu as trouvé un espace pour t'exprimer, pour déposer la couleur de tes émotions quand il n'y avait personne pour t'écouter. Aujourd'hui, tes crayons ne sont plus tant des armes que des fleurs dans tes fusils. Et si tu croques invariablement l'amour avec tant de douceur et de sensualité, tu utilises aussi aujourd'hui ta voix pour briser le silence et raconter ta renaissance, pour montrer qu'une guérison est possible après les maltraitances, parfois même jusqu'à donner à son tour naissance. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends tout ça, Agathe? Mais là, c'est pas possible, tu m'as tuée. Ah, mais là, waouh, c'est très, très fort, c'est très beau. T'as des mots magnifiques, donc merci. Merci pour ce que tu dis, franchement. Une tournure magnifique, très poétique de, de mon parcours, voilà, résumé un peu. Donc merci beaucoup, ça me touche. Vraiment, je me suis dit, heureusement que tu t'arrêtes parce que je vais pleurer. Si ça avait été 1 minute de plus, je pense que là, ouais, c'est très très beau. T'as enfin vraiment, t'es très très forte avec les mots. Donc je suis très très impressionnée par ton talent et très touchée de tout ce que tu as écrit sur moi. Mais moi aussi, je suis très impressionnée par ton talent et merci pour tes mots. Tu es née à Paris il y a 32 ans. Tu as une sœur jumelle et une grande sœur qui a 3 ans et demi de plus que vous. Oui, c'est précis, dis donc tes informations. Incroyable. Comment est-ce que tu habites ton prénom Agathe depuis que tu es petite? J'adore cette question. J'adore les questions sur les prénoms en général. Donc cette question, j'aime beaucoup. Agathe, c'est un prénom que j'ai toujours aimé. Voilà, enfin, même petite. Après, je pense que je l'aime plus aujourd'hui que petite parce que peut-être que j'aimais bien les prénoms. Je me disais, ah oui, j'aimerais bien que ce soit Agatha ou un truc un peu plus, féminin ou je sais pas. Enfin, bref. Et non, mais aujourd'hui, je l'adore. Enfin, c'est un prénom, enfin, c'est pas un prénom à tomber par terre, mais c'est un prénom qui est très portable, qui est facilement, on se sent facilement à l'aise en disant enfin, je me dis, ouais, je m'appelle Agathe, j'ai jamais eu de soucis. Et voilà, Agathe, je trouve que ça va quand même bien avec ma personnalité parce que je trouve que c'est un prénom qui est un peu espiègle, qui est assez solaire. Voilà, donc je trouve que ça a toujours été... j'ai toujours été en accord avec mon prénom. Voilà, donc après Agathe, je crois que c'est une semi-pierre précieuse, une demi-pierre précieuse, ça m'a toujours un peu fait rire. Une pierre semi-précieuse. Ouais, voilà, une pierre semi-précieuse, de pas être une vraie pierre précieuse. Mais non, mais j'adore, voilà. Comment est-ce que tu décrirais la famille et l'environnement dans lesquels tu as grandi? Le premier mot qui me vient, c'est vraiment très sombre, très dur, et un mot très simple et c'est, voilà, très moche, j'ai envie de dire, dans tous les sens du terme.
Donc voilà, et après, il y avait des parts de lumière, heureusement, donc notamment avec ma sœur jumelle, où voilà, où il n'y avait pas que des choses sombres, mais en tout cas, je veux dire, je pense beaucoup à la maison quand je pense à la famille, parce qu'on était beaucoup dans cette tout petit appartement très sombre, donc je pense à ça, à cette espèce de... Enfin, tous ces ressentis et cette espèce de lourdeur, cette peur, voilà, enfin, bref, il n'y a pas trop de trucs positifs, parce que j'essaie de trouver un truc positif. Voilà, je sais. Voilà, T'as raconté dans d'autres interviews que donc, ta maman avait, entre guillemets, abandonné quand vous êtes nés, que c'est ton papa qui s'était un peu occupé de tout, sauf que ton papa était à la fois alcoolique et violent. Ouais. Donc il s'était occupé de tout, mais Très dans la mal. violence. Ouais. La violence de ton père, elle s'est d'abord dirigée contre ta mère, mais après contre vous, les filles. Et c'était une violence qui était à la fois verbale, physique et sexuelle. T'as parlé un peu de ta sœur, mais quelles ont été tes armes pour traverser cet enfer? Je pense que les armes, en fait, on les choisit pas. Je pense que les enfants, souvent, ont énormément de force, de courage et de résilience, et qu'en fait, quand on est face au pire, on essaye de trouver, de trouver des choses, même si, en fait, au final, on n'a rien. Donc en fait, il y avait ma sœur jumelle avec qui je m'évadais le plus possible. Donc en fait, je pense qu'on a développé presque un caractère je veux dire encore plus. On rigolait tout le temps en fait. On faisait tout le temps des jeux un peu où on s'évadait dans notre imaginaire. Et puis il y avait cette maison très sombre, et en fait on était tout le temps un peu dehors en fait. De toute façon, on était toujours à essayer au plus possible d'être dehors, ou le plus possible être caché. Donc en fait, j'avais des espèces de petits... on n'avait pas le droit de fermer la porte de notre chambre, mais on avait des petits tips, c'est-à-dire se faire le plus discrète possible. Quand on est dans notre chambre, essayer... En fait, moi, comme mon père détestait qu'on ferme la porte, il pétait un plomb quand on fermait la porte. Du coup, on avait un système où on savait qu'à partir, on pouvait entrebâiller la porte, et en fait, on essayait de qu'ils nous voient pas. Enfin bref, d'être le plus discrète possible, parce que dès qu'ils nous voyaient, ça pouvait vraiment partir dans un truc assez horrible. Et puis après, voilà, bien sûr, le dessin. Donc ça a toujours bercé mon enfance depuis toujours. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui m'a sauvée concrètement, vraiment, parce que quand on n'a rien, en fait, de dessiner, ça permet... déjà, on n'est plus dans la réalité. En fait, on est en train d'imaginer quelque chose. Et du coup, c'est quelque chose qui est pas lié à l'horreur. Et on s'évade, on n'est plus on n'est plus dans cette maison. On n'est plus dans cette famille, et puis on n'est même plus trop dans son corps aussi. C'est vraiment, on s'évade, on n'est plus que... Voilà, qu'une main qui dessine et qui imagine. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et après, il y a d'autres choses qui vont avec des enfants difficiles, la maltraitance, etc. C'est qu'on est... souvent, malheureusement, les enfants qui sont maltraités sont harcelés à l'école souvent. Donc ils sont souvent très nuls à l'école, parce qu'en fait, il y a personne qui nous aide à la maison. Enfin, il y a tout un espèce de package. Et pas que... Et du coup, scolairement, c'était catastrophique. J'avais pas d'amis, etc. Et aussi, le dessin m'a aussi permis de me connecter aux autres, parce que c'était très difficile. C'était très difficile, parce que j'étais un peu bizarre. Je veux dire, et du coup, ça m'a permis de trouver une petite place, on va dire, d'être acceptée, de pas être que cette personne bizarre qui a toujours les mêmes habits, qui peut pas se laver, qui a des super mauvaises notes, qui a tous les trucs qui vont pas. Enfin, je veux dire, y a rien qui allait. Et du coup, j'avais cette petite chose, le dessin. Donc voilà. Je pars dans tous les sens, mais... Non, pas du tout. Du coup, quand tu dis que ça t'aidait à aller vers les autres, le dessin, oui. C'est parce que t'étais valorisée parce que tu dessinais bien, ou bien parce que tu leur donnais des dessins pour te communiquer, ou... Ouais, en fait, je pense que c'est pour ça que je pense que j'ai toujours dessiné un peu quand même pour m'évader, et puis dans un second temps aussi pour rentrer en contact avec l'autre, et avoir amené de la joie. Le dessin, c'est comme une manière de parler, en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est une manière assez... En fait, j'étais un peu nulle, j'étais très timide avant, et j'étais très timide, lié à tout ça, etc. Donc j'avais aucune confiance en moi, et en fait, le dessin, ça permet d'exprimer des choses qu'on peut pas dire autrement, ou quand on se sent un peu... C'est super difficile, en fait, de rentrer en contact avec les autres, franchement.
Parfois, on a peur, on sait pas quoi dire. Par exemple, on trouve on a de la sympathie pour quelqu'un, on sait pas comment l'exprimer. Donc en fait, on lui offre un dessin et je me dis que c'est parfois plus facile. Et même encore aujourd'hui, hein, mes amis, les pauvres, ils sont ensevelis de, de dessins. Je pense qu'ils sont contents, la plupart, Oui. mais c'est vraiment ma manière d'aimer et ma manière de donner. Mon chéri, il adore quand je lui fais des petits dessins. Je lui fais toujours des petits dessins un peu cachés, un peu des petits dessins un peu cachés sous sa tasse de thé le matin, etc. Et du coup, il adore parce que, en fait, j'exprime quelque chose. En fait, c'est vraiment une manière d'exprimer des sensations, des choses, des émotions, mais qui pourront jamais être vraiment. Enfin, je veux dire, je pourrais pas le transformer en langage. C'est vraiment très spécifique au dessin. Je trouve qu'il y a vraiment un truc qui. Enfin, et je pense que ça fait tellement longtemps que je communique comme ça que en fait j'ai ça je pourrais pas le dire. Par exemple, toi t'es très forte avec les mots, moi j'ai l'impression que c'est plus compliqué Chacun son parfois, médium. mais voilà, chacun son médium. Donc moi, pour moi, c'est vraiment, le dessin, c'est très fluide, très facile, beaucoup plus facile par exemple de partager une émotion ou ce que j'ai vécu à travers un dessin qu'à travers les mots parfois. Tu vois, parfois les mots c'est difficile. Et c'est marrant parce que tu parles de faire des dessins pour entrer en contact avec les gens ou leur exprimer de la sympathie, ou en tout cas qui t'inspire la sympathie. Et aujourd'hui, tu as répliqué ça, parce que récemment, sur ton compte Instagram, au-delà de... Donc, tu partages tes dessins dessus, on va évidemment y venir. Mais au-delà de ça, tu as commencé à partager des vidéos où, en fait, tu as apparemment dessiné dans ton coin une personne ou un duo de personnes. Et puis après, tu vas les surprendre en leur donnant d'entre les mains le dessin, et on voit sa vidéo quand ils le découvrent. Toi, tu leur donnes juste le dessin, et puis tu t'en vas. Sauf que toute l'idée, c'est de voir après leur réaction et de voir leur plaisir à le recevoir et de voir leur joie. Et c'est quand même encore une manière que tu utilises pour entrer en contact avec les gens et apporter de la joie. Bah oui, c'est gentil de voir ça comme ça, mais c'est vrai que du coup, tout est lié finalement. C'est fou parce que maintenant, les projets que j'entreprends aujourd'hui à 32 ans, finalement, c'est tellement connecté à quand j'étais enfant. Enfin, tu vois, genre, c'est marrant parce que souvent, ce que tu fais, ce que tu entreprends en tant qu'artiste, que tes projets, en fait, tu te rends compte que c'était presque les mêmes quand tu étais petite, quoi. Enfin, tu vois, par exemple, quand je donnais des petits bouts de papier à mes camarades de classe, parce qu'en fait, j'avais envie je sais pas, de les faire rire, qui passent, qui regardent le dessin et qui disent ah c'est rigolo, c'est soit une caricature de prof, soit un truc sur eux, bref. Et du coup aujourd'hui je fais ça avec des inconnus et je m'attendais pas que ça soit, en fait c'est fou à quel point en fait le fait de m'éclipser, c'est pour ça qu'en fait au début je venais les voir directement et en fait je les filmais, donc il y avait beaucoup moins de spontanéité et de sincérité dans la réaction parce qu'ils étaient gênés et c'est normal. Genre, en plus il y a une téléphone sur toi, tu dis attends. et en fait le fait que je m'éclipse, c'est fou parce qu'il y a vraiment une réaction extrêmement sincère et en fait je m'attendais pas à... et ça me touche vraiment énormément. Je m'attendais pas à que les gens soient si heureux, quoi. Enfin vraiment ça apporte une émotion mais immense. Je me dis mais quelle... Enfin, je me sens extrêmement chanceuse de pouvoir apporter ça à travers mes petits dessins comme ça dans la rue. Je me dis, waouh, c'est fou, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir. Enfin, franchement, c'est trop bien. Parce que si tout le monde aime être vu, tu vois. Oui, mais c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça. Tu vois, genre, à mon avis, je me dis qu'on est tellement on est tellement un peu dans son petit monde où chacun fait sa petite route, etc. Après, à Bordeaux, c'est peut-être moins pire qu'à Paris. J'ai trop hâte de le faire à Paris. Je l'ai pas encore fait. Je trépigne d'impatience de le faire à Paris parce que je me dis c'est vraiment la ville où on a besoin de sourire, en fait. On a besoin de soleil, on a besoin de gentils mots, en fait. Et à Bordeaux, bon, c'est quand même une grande ville, etc. Mais en fait, les gens, ils sont surpris de se dire qu'on a capté quelque chose d'eux, vraiment dans leur spontanéité. Et en fait, souvent, par exemple, il y a des photos qui sont prises et du coup, tu sais qu'il y a une photo, t'es un peu comme ça et tout, tu vois. Et en fait, là, ils sont juste dans leur moment. Et après, il y a toujours une petite phrase qui accompagne le dessin, ce que j'ai ressenti d'eux. Et je pense que ça les touche de dire qu'ils ont été, ils ont été vus. Ils ont été vus. Enfin, je pense qu'il y a le combo petit mot plus dessin. À mon avis, ça marche bien ensemble. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise petite, qu'on ne t'a pas dit? Waouh. T'as des questions comme des waouh, c'est poum. Waouh, beaucoup de choses. Franchement, je pense que la première chose, c'est très classique, hein. Je suis fière de toi. Voilà. Je suis fière de toi. Je pense qu'il y a franchement énormément à ne pas l'avoir assez entendu.
Je suis pas la seule. Je suis fière de toi. Je pense que j'aurais aimé qu'on me valorise, en fait, qu'on me dise, bah, en fait, non, t'es pas nul, tu vaux pas rien. C'est pas parce que t'as des difficultés à l'école que, que t'es en dessous des autres, que t'es... Enfin, souvent, moi, j'étais persuadée d'être bête, en fait. Je me rappelle, j'étais à la cour de récré et je crois pas vraiment en Dieu, mais je faisais des prières, voilà, à quelqu'un. Et j'étais toute petite et je priais, je me disais, mais s'il vous plaît, faites que je sois cette personne. En fait, je priais pour être une autre personne parce que je me disais, ah bah cette personne, elle est plus belle. Alors déjà, juste je me trouvais extrêmement moche aussi. Bon, bref, et ça va avec la totalité. Et du coup, je me disais, je veux être cette personne. Et en fait, ce qui revenait souvent, c'est que je me dis, mais je suis tellement bête, j'ai envie d'être cette personne parce qu'elle est intelligente. Et parfois, je faisais des prières où je piochais, je me dis, alors, s'il vous plaît, j'aimerais avoir l'intelligence de Isabelle, le physique de Faustine, et faire un cocktail. Et s'il vous plaît, je veux plus être moi, quoi. Et du coup, bah, je pense que les parents, ils sont là pour... moi, j'ai un enfant il est tout petit, il a 3 ans, mais il a bientôt 3 ans. Mais on fait comme on peut, mais je pense que bah, il faut quand même réussir à valoriser son enfant, lui dire, le sécuriser. En fait, le plus important, c'est la sécurité et l'amour, et lui dire, voilà, tu ressens tout ça, c'est ok, mais dis-toi juste que tu vaux pas moins que les autres. Et voilà, bien sûr, je t'aime, le fameux truc. Ça aussi, je pense qu'on n'a pas assez entendu enfant de nos générations. Je sais pas, il y avait un gros blocage là-dessus, je sais pas. Et puis après voilà, trouver quelqu'un de sain. Mais le truc, c'est que c'est pas possible. Ça aurait pas pu être mes parents parce que, enfin, juste ils étaient trop. Voilà, ça n'allait pas. Mais quelqu'un de sain sans arrière-pensée, qui me prenne dans ses bras et qui me fasse un vrai câlin, parce que c'est très important aussi de se sentir aimé par le corps, quoi, d'avoir une étreinte maternelle. Ça m'a beaucoup manqué. Du coup, j'avais développé, je me rappelle, je me disais, j'ai des troubles. Je me disais, de toute façon, je suis folle, je suis moche, je suis bête. Et j'avais des troubles bizarres où en fait je manquais. Un enfant, ça a tellement besoin de contact physique, c'est très très important. Enfin vraiment, ça a besoin d'être aimé. Enfin, je sais pas, c'est tellement logique. Et du coup, moi je me rappelle, je manquais tellement d'amour et de contact que j'avais des espèces de crispations de mâchoire comme ça quand j'étais petite. Et je pouvais pas m'arrêter parce qu'en fait j'avais tellement besoin d'un câlin. C'est trop bête, mais du coup je me rappelle que pour me défrustrer de cette sensation que j'avais pas du coup, et ben j'avais un espèce de technique où je me... Enfin, c'est marrant parce que je m'en rappelle encore, je pourrais presque le faire, mais je vais pas le faire là tout de suite. Mais une crispation de mâchoire très spécifique qui m'aidait à voilà, relâcher la pression de cette espèce de manque immense d'amour et de contact, de câlin. Et voilà. Voilà, j'aurais aimé, donc du coup, pour revenir à ta question, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de câlins, de personnes saines, sans arrière-pensée. J'aurais aimé avoir plus d'amour, des mots d'amour en fait, et des mots pour me dire que j'avais des qualités. Voilà. L'aurore, elle a duré plusieurs années. Oui. Parce que tes parents se sont séparés quand tu avais 4 ans. Vous avez d'abord été placé dans une famille d'accueil, mais ça a été catastrophique. C'est-à-dire que c'était une famille qui faisait de l'accueil plus dans une optique de business que d'un véritable accueil, quoi. Vous n'aviez pas de chambre, vous dormiez dans le garage avec ta sœur. Ensuite, votre père a réussi à obtenir la garde. La violence a repris, et de plus belle, notamment avec l'arrivée d'une belle-mère qui avait un sens aussi de l'accueil un peu particulier, parce notamment elle conseillait votre père sur les manières de vous violenter sans que ça ne se voit trop. À ce moment-là, votre mère est en hôpital psychiatrique sans que vous sachiez trop pourquoi. Et au-delà des coups et des violences sexuelles, etc., il y avait par ailleurs une maltraitance au quotidien. Tu l'as un peu évoqué, mais dans la manière dont vous étiez lavé, ou en tout cas autorisé à vous laver, la chambre n'était pas chauffée, vous n'étiez pas assez habillé, vous n'étiez pas assez... assez... faim. Oui, j'allais dire, vous n'étiez pas assez nourri, ou pas assez bien nourri. Ah, mais c'est dingue, parce que c'est encore le cri du cœur, quoi. Là, oui, je me rappelle très bien que c'est une sensation assez horrible. Bref, non, mais je vais pleurer tout de suite. Je sais pas, c'est marrant, ça me fait... Il y a des espèces de petites fenêtres qui me font rejaillir des émotions. Mais là, je vais... On est là pour ressentir. Bon, je vais... oui, tu me... ouais. Il y a des fenêtres. Je sais que souvent, quand on parle de la faim, ça peut me faire revenir des émotions. Et après, il y a une petite fenêtre aussi, c'est les animaux. Voilà, parce que j'ai aussi des gros traumatismes liés aux animaux. Voilà. Mais, bref, parce que du coup...
Bref, il y avait des animaux, j'avais des animaux qui ont été malheureusement... Bref, je vais reprendre mon souffle. Voilà, tout va bien. Voilà, j'avais un chien qui est malheureusement lié à la maladie psychiatrique de ma mère. En fait, ça va paraître super cucu, mais c'est tellement... Enfin, un chien, c'est tellement... c'est tout quand on est enfant. Enfin, c'est comme un frère, en fait. Surtout quand on n'a pas grand monde. Moi, les animaux, du coup, ça me... justement, cette espèce de crispation, là. Du coup, j'avais besoin de leur faire énormément de câlins, parce que je n'en avais pas ailleurs. Et voilà, le chien, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que ça c'est aussi une petite fenêtre qui me vraiment qui peut me faire monter beaucoup d'émotions. J'avais un chien qui s'appelle Oscar, qui c'était comme un frère. En fait, je l'aimais trop. Et en fait, ma mère, en fait, elle faisait des crises liées à sa maladie psychiatrique. Et en fait, du jour au lendemain, en fait, le chien a disparu. Et en fait, le pire dans l'histoire, c'est ça qui est horrible, c'est que déjà, tu as la perte de ton chien, tu sais, et en fait, le pire, c'est que tu sais pas où il est, et que j'ai fait des recherches pendant des mois, même si j'ai l'impression que cette recherche a duré des années, parce qu'en fait personne m'a dit où il était, qu'est-ce qui s'était passé, et en fait on me donnait des faux numéros, oui il est là, appelle machin, alors que ça répondait pas, ou on me disait mais qu'est-ce que... Parce qu'en fait on m'a jamais dit la vérité sur ce qui s'était passé, et en fait qu'en plus c'est un cocker, donc c'est horrible, d'ailleurs tu le vois partout, tu dis mais il est là, enfin bref, je veux dire c'est marrant parce que ça paraît être très anecdotique par rapport à toutes les autres horreurs que j'ai vécues, mais quand on n'a pas grand-chose, un chien, c'est vraiment... Et même quand on a des choses, je veux dire, un chien, c'est tellement important que... Je sais pas, je garde vraiment une grosse blessure sur ça parce que... on me l'a enlevé et aujourd'hui encore, je ne sais pas la vérité. Je pense qu'il est maintenant, il est décédé. Parce que même jeune adulte, je me disais, ça se trouve, il y a encore une possibilité de le retrouver. Et voilà, donc là, ça fait très longtemps. De toute façon, il est décédé. Mais voilà, ça fait partie de toutes les... Voilà, pour moi, c'est encore une maltraitance que de enlever un animal de compagnie à son enfant sans lui dire qu'est-ce qui s'est passé, sans lui expliquer, et en fait, sans lui dire et en lui mentant. Et c'est c'est vraiment un concept assez horrible. Bref. Petit aparté sur Oscar. Non, Oscar, si tu m'entends, je suis là. Alors, le numéro de la rue. Non, mais je pense que c'est intéressant et normal que tu te focalises sur ce genre de souvenirs de peine parce que l'ensemble des souvenirs, je pense, est super violent. Et oui, d'ailleurs, on parle souvent d'amnésie post-traumatique. Oui. Est-ce que c'est un terme dont tu es familière ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ? Ah oui, moi, du coup, je me suis beaucoup intéressée à ça. Notamment, c'est marrant parce que c'est le livre que j'ai ramené, le sujet, syndrome du stress post-traumatique. Et en fait, d'ailleurs, cette lecture et d'autres lectures m'ont beaucoup aidée. J'en ai parlé un peu dans un précédent podcast, mais vraiment, alors je fais un disclaimer. Je ne suis ni scientifique, ni psychiatre et tout. C'est juste mes propres lectures. Et en fait, souvent, je retranscris. J'ai pas forcément les bons mots, mais voilà, c'est à travers mon ressenti à moi. Voilà. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé justement en fait de comprendre que mes réactions aujourd'hui adultes, voilà, par exemple, on peut voilà, j'avais un trait de personnalité. Je pensais être un trait de personnalité, mais c'est absolument pas un trait de personnalité. C'est d'être extrêmement sensible dès qu'il se passait la moindre chose un peu imprévue dans une pièce. Je sais pas, quelqu'un qui arrive d'un coup, quelqu'un qui, voilà, si la porte s'ouvre d'un coup. Par exemple, je pouvais au cinéma, il m'est arrivé plein de fois un personnage non prévu, enfin c'est pas prévu, mais ça, il passe dans l'écran et je crie. Ça m'est arrivé. Donc du coup, la personne, heureusement, souvent les gens qui m'accompagnaient, bienveillantes, rigolent de la situation. Donc moi, j'ai ultra honte. Mais bon, il y en a d'autres, je me rappelle, notamment un ex complètement ignoble qui avait envie, mais qui me disait tout le temps, mais Agathe, mais fais un effort, quoi. Tu peux pas juste crier comme ça, tu peux pas tout le temps surréagir, quoi. Et du coup... C'est de l'hypervigilance, en fait. Oui, exactement. C'est ça, et ça, c'est un trait du syndrome, du stress post-traumatique. C'est un des facteurs. Il y a une petite liste. En tout cas, ça fait partie des choses. Et en fait, grâce à des lectures sur ce sujet, ça m'a permis de me dire, mais en fait, c'est pas un trait de personnalité. C'est pas parce que je suis une flippette, que je suis folle, que j'ai un problème ou quoi, mais c'est juste parce que je suis traumatisée de ce qui s'est passé quand j'étais enfant et que mon cerveau, en fait, il a pas bien rangé, pour se protéger à la base, parce qu'en fait, tout ça, c'est utile au début. Et en fait, une fois qu'on est en sécurité, le cerveau, il n'a pas compris qu'on était en sécurité. Et du coup, il surréagit à plein d'événements
Si mes souvenirs sont bons, en fait, en gros, je vais essayer de vous dire qu'est-ce que j'ai compris, sachant que ça se trouve c'est faux. Mais en fait, en gros, dans notre cerveau, il y a ce qui se passe quand on a un syndrome de stress post-traumatique, c'est qu'il y a l'amygdale, qui est un peu le cerveau de l'émotion, un peu qui réagit comme ça, sans réfléchir, en fait, qui est pas du tout lié à la conscience, qui du coup, normalement donne l'info quand il y a un danger au cortex préfrontal. Je me tente dans les trucs scientifiques, franchement. Et en fait, c'est quand on est traumatisé, en fait, c'est interrompu. Il n'y a plus de connexion, en fait. C'est juste l'amygdale qui surréagit. Ouais, voilà. Et ensuite, il y a aussi l'hippocampe, je crois, qui est touché. En fait, c'est la partie des souvenirs. Et en fait, quand on est traumatisé, en fait, ça ne se range pas dans le passé. C'est-à-dire que ce que tu as vécu d'extrêmement violent, en fait, il va pas ranger dans la bibliothèque pour te dire, tiens, ce qui s'est passé là, il y a 20 ans, c'est il y a 20 ans. C'est-à-dire que c'est toujours comme si c'était il y a 1 heure, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est extrêmement dur, dans plein de situations, d'avancer, d'aller bien. Et du coup, voilà, je ne sais pas si on pourra en reparler après. En tout cas, voilà, mon petit chemin, mon petit chemin psychologique, mon petit chemin pour essayer de m'en sortir, parce qu'il y a eu beaucoup de choses et il n'y a pas une manière de s'en sortir, mais et ça dépend des gens, mais ouais. Parlons-en, qu'est-ce qui t'a aidé alors sur le chemin? Alors, ce qui m'a aidé sur le chemin, donc bien sûr, en premier lieu, et c'est ce qu'on pense, on pense à ça tout de suite, en fait, quand on va pas bien, qu'on a des soucis. Donc moi, j'avais pas... En fait, je me suis toujours dit que j'avais de la chance parce que j'aurais pu avoir plus de soucis. Oui, c'est une manière de voir les choses. Je sais pas. Et en fait, je veux revenir là-dessus. Un truc super important aussi qui m'a fait tellement du bien quand j'ai lu précisément des livres sur ce sujet, sur le syndrome post-traumatique, et il y avait des schémas du cerveau, en fait. En fait, c'est vraiment... C'est-à-dire que il y a une déformation, on est impacté, c'est pas juste dans nos têtes, c'est pas parce qu'on est faible ou parce que, voilà. Concrètement, quand on vit quelque chose d'extrêmement violent, en fait, dans notre corps et dans notre cerveau émotionnel, en fait, il y a vraiment des impacts. En fait, et c'est ça qui est horrible en tant que victime, c'est que souvent, du coup, ça rajoute la culpabilité de la victime. De toute façon, la victime se sent toujours coupable, malheureusement. Et en fait, le fait de pas avoir de... en fait, voilà, regarde, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 yeux, j'ai pas on peut pas savoir, en fait, que c'est invisible. Et du coup, le fait de voir et de lire des choses là-dessus et d'avoir des schémas... En fait, je me rappelle la première fois que j'ai vu un espèce de... En fait, c'était... je sais pas, c'est des schémas, c'est pas des schémas, c'est pas le bon terme, c'est... Mais on voit en imagerie, en fait, que l'impact sur le cerveau. Ouais. Voilà, exactement. Des cerveaux de personnes qui ont des syndromes post-traumatiques. Et en fait, il y a des zones qui sont complètement mortes. Il y a des zones qui sont complètement... atrophiées, ouais. Exactement. Et donc, en fait, ça m'a fait du bien de me dire, mais en fait, c'est pas parce que... voilà, c'est un trait de personnalité, parce que je suis un peu zinzin, ou que je suis trop faible, ou que je suis nulle, etc. Et en fait, ça légitime le fait d'avoir eu un passé très douloureux, d'avoir vécu des souffrances. Et puis après, on n'est pas obligé d'avoir mon passé pour... je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens, et beaucoup de femmes notamment, qui ont vécu des violences sexuelles. Et ça peut paraître tellement anodin. Parfois, souvent, les femmes se disent « Allez, c'est bon, je passe à autre chose, c'est pas très grave ». Et en fait, elles se rendent compte, mais des années après, que ce symptôme-là était lié à cette violence sexuelle qu'elles avaient vécue 20 ans avant, ou enfin 10 ans auparavant. Et en fait, elles n'avaient pas fait la connexion. Et en fait, le corps, lui, il se rappelle de tout. C'est-à-dire que quand il y a un événement traumatique, c'est gravé, c'est tellement choquant pour le corps. Et un autre truc que je voulais dire, j'ai plein de trucs à dire là-dessus, je suis désolée, mais je pars dans tous les sens. Non, c'est génial. C'est que, en fait, c'est pas parce que notre corps est anormal, c'est pas parce qu'on est anormal, c'est ce qu'on a vécu qui n'est pas normal. Enfin, c'est vraiment retourner la situation. C'est-à-dire que... C'est détacher l'événement de qui on est en soi. Oui, de ce qui nous est arrivé, de qui on est, quoi. Mais c'est ça. Et du coup, voilà, ça m'a fait vraiment du bien. Ça légitime beaucoup de choses. Et en fait, rien que de savoir ça, donc on prend du recul. Et en fait, quand il nous arrive des choses qui sont liées à nos traumatismes, par exemple des blocages. Je sais qu'il y a un long moment où on me parlait de certains sujets, je pouvais vraiment me bloquer, ou vraiment me sentir mal, suffoquer, vouloir aller pleurer. Il y a encore aujourd'hui, hein, c'est un long chemin, mais encore aujourd'hui, je vais dans des pièces... je suis très très sensible aux maisons, on va dire. Et du coup, quand je suis dans des maisons
qui me rappellent la maison de mon enfance, c'est-à-dire malheureusement des pièces très sombres, des endroits un peu un endroit glauque, quoi. Enfin, tout de suite, je peux pas. Enfin, tu sais, je peux pas. En fait, il y a des gens, je veux dire, c'est jamais agréable d'être dans un endroit glauque et sombre. Enfin, personne n'a envie. Mais je veux dire, tu peux juste te dire, allez, c'est pas grave. Tu peux. Et moi, c'est vraiment physique. C'est que c'est pas. Tu sais, on pourrait se dire, ah mais Agathe, franchement, t'exagères, t'es capricieuse, ça va, ou je sais pas, des mots comme ça. Je dis, mais en fait, moi, je peux pas. En fait, ça m'empêche de respirer. Je peux pas rester dans des lieux comme ça, quoi. Et après, il y a il y a beaucoup. Moi, mes symptômes étaient beaucoup liés à la sexualité, du coup. Énormément. Et encore aujourd'hui, on en reparlera après si tu veux. Mais il y avait des blocages. Voilà, alors, c'est toujours du mal avec ce terme, le vaginisme. Je trouve que c'est très dur à dire. Ouais. Et voilà, le vaginisme, c'est tellement. Pour le coup, là, peut-être que le vaginisme, c'est horrible comme symptôme, et c'est peut-être parfois un symptôme qui est plus facile. En fait, il y a un lien qui est plus facile à faire. Oui. Voilà, on va dire qu'il y a un lien plus facile. Mais il y a de nombreuses femmes qui ont ce genre de symptômes qui font absolument pas le lien non plus. Oui, mais après, on peut aussi en souffrir sans avoir été victime d'agression sexuelle. Oui, il y a ça aussi. Je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, dans mon cas, c'était très lié à mon histoire, en fait. En fait, pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices, le vaginisme, en fait, c'est le corps qui se rétracte, quoi. Le vagin, pour le coup, qui se... Je sais pas si c'est rétracte, mais en tout cas, qui se contracte. Contracte plutôt, pardon. Et qui fait que ça, entre guillemets, impossible de rentrer, quoi. Ouais, exactement, mais ça fait très très mal si et du coup, si on essaie de forcer, c'est atrocement douloureux. Exactement. Et du coup, voilà, ça rajoutait le côté trait de personnalité où j'étais comme une petite souris, j'avais peur de tout, plus le fait que j'avais des soucis du coup liés à la sexualité. Enfin, c'était assez atroce parce que en fait, j'avais pas compris, j'avais pas fait de lien avec mon passé, et je me disais juste que j'étais nulle. En fait, je me disais, t'as des soucis, Agathe, t'es vraiment, voilà, c'est pas fait pour toi la sexualité. Et en plus, j'avais honte, du coup, je le disais pas à mes partenaires, donc je me cachais pour pleurer parce que ça fait atrocement mal quand on se force. En fait, c'est un cauchemar. Et du coup, en fait, j'acceptais pas cette partie. En fait, mais c'est pas possible. Enfin, non, c'est censé, tout le monde arrive à faire l'amour sauf moi. et donc voilà, le fait d'avoir des lectures pour prendre du recul et comprendre que en fait c'est pas notre faute. Première chose, ça fait du bien. Deuxième chose, aller voir la psy, c'est une des choses que j'ai faites en premier. Et en fait, je me rappelle quand vous étiez petite, on vous a pas emmené chez le psy, notamment au moment de la famille. En fait quand il y a eu un jugement où en fait on a été placé en famille d'accueil, et en fait notre père a réussi à réobtenir notre garde. Et en fait quand les enfants sont placés, souvent, en fait, voilà, il y a tout un petit processus qui se met en place, mais en fait, nous, c'était un petit peu bancal quand même. Le processus était... Et en fait, quand même, j'ai été voir une psychologue, du coup, pour enfants, peut-être 2 ans de suite, on va dire quand j'avais, peut-être à partir de 6 ans, je dirais, peut-être 6 à 8, voilà, je dis ça comme ça. Et en fait, ça m'avait fait beaucoup de bien, mais en fait... c'est quand même très très compliqué. C'est vraiment un long processus quand on est enfant d'être devant une psychologue. Il faut vraiment trouver quelqu'un de bien. Après, en fait, ce qui m'a fait plus de bien par rapport à elle, c'est j'ai pas forcément compris et pris du recul par rapport à ce qui m'était arrivé, mais j'avais une adulte bienveillante. C'était déjà énorme. C'était déjà énorme. Donc en fait, quand j'allais la voir, je savais que pendant 1 heure, j'étais en sécurité. Voilà. Donc pendant 1 heure, en fait, parfois, je disais rien du tout. Je faisais que dessiner. Et elle me regardait dessiner. Et en fait, c'était des espèces de petites respirations qui me faisaient beaucoup de bien. Et elle me disait des choses gentilles, mais enfin, voilà, des choses qu'on a envie d'entendre quand on est enfant, qui font tellement du bien, qui sont tellement importantes dans la construction d'une identité. Je vais réussir. C'est de dire, ce que tu fais, c'est bien, c'est beau, t'es doué. Enfin, je sais pas. En plus, et s'intéresser aussi. Ça, c'est super important. Enfin, bref. Donc, tu as vu cette psy pendant 2 ans, tu disais ? Ouais, ce qui n'est pas grand-chose. Hein. Non, c'est pas beaucoup. Même. Et puis après, tu as repris une thérapie, du coup, plus récemment ? Alors, ça a été en plusieurs temps. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que j'étais quand même consciente que j'avais un passé difficile. Tu peux pas non plus me dire... Donc, j'étais consciente de ça. J'étais consciente d'avoir des soucis un peu dans ma vie de jeune adulte, notamment sur la sexualité. Et donc, en fait, j'ai été voir un peu... Au début, j'ai été voir pas mal de psy comme ça, un peu à droite, à gauche. Mais il y avait personne qui me correspondait. C'était un peu... J'étais un peu perdue, en fait. Mais malgré tout, je sais que voilà, dans ma jeune vingtaine, j'avais été voir une psychologue. Et en fait, c'est tout con, mais parfois, il suffit d'une phrase pour débloquer un truc, quoi. C'est incroyable. Et en fait, voilà, je me racontais.
Voilà, à ce moment-là, j'étais à la fac. Bref, j'ai eu une petite période à la fac catastrophique. Et en fait, je me racontais, je disais que c'était très dur pour moi parce que mes camarades se moquaient. Et en fait, ils me disaient à l'oreille des choses sexuelles parce qu'ils savaient que j'allais surréagir. Enfin, je veux dire, en fait, du coup, le fait d'être répugné ou de surréagir les faisait rire. Et donc, du coup, ils me chuchotaient de trucs sexuels. Et en fait, je comprenais pas. En fait, je lui disais, mais je comprends pas, je suis coincée. Pourquoi, en fait, ça fait rire tout le monde? Enfin, pourquoi ou tout le monde s'en fiche? En fait, c'est juste, tu vois, quand on a en plus, j'avais déjà 21 ans ou 20 ans. Et en fait, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, bah, c'est sûrement lié à ce que vous avez vécu. Voilà, en une phrase. Même pas une phrase, c'est vraiment un truc. Et là, je fais, ah oui. Ah oui, quand on veut pas voir, on voit pas. Non, mais quand on peut pas voir. Oui, c'est incroyable. C'est normal. Et en fait, de savoir ça m'a totalement débloqué. C'est fou. Mais en fait, je pense que pour avancer quand on a eu un passé difficile, il y a le fait d'avoir une psy. La parole est très libérateur. En fait, c'est libérateur de pouvoir prendre du recul. Et en fait aussi, je pense que c'est... Moi, je dis tout le temps, maintenant je vais voir une psy... en fait, je crois que c'est à partir de 25 ans que j'ai trouvé cette petite fée et que je vois toujours régulièrement. Et en fait, qui est toujours à Paris, mais du coup, on se fait des visios régulièrement. Ça aussi, c'est très réconfortant de savoir qu'on a toujours cette personne. En fait, c'est de la bouée de secours où je lui dis, bah là, je me sens très mal. Parce qu'après, je la vois par phase, en fait, de vie. Et ça fait vraiment du bien. Et en fait, cette personne m'a vraiment... je pense que ça m'a donné une sorte de sécurité dans ma vie de jeune adulte, d'avoir une personne... voilà, c'est une psy, mais pour moi, enfin... Je sais pas, je l'ai peut-être mis dans un endroit un peu étrange, mais je sais pas, c'est une personne ressource, quoi. Pour moi, elle est tellement importante, je sais pas, elle est là, quoi. Elle est là, elle sera toujours là. Enfin, j'espère. Parfois, je me dis, j'espère qu'elle va pas arrêter. Moi, j'ai fait des cauchemars parfois la nuit. Ah oui. En me disant, mais qu'est-ce qui se passe si ma psy m'abandonne, tu sais? Ah oui, mon Dieu, on en est là. Non, mais vraiment, moi, je pense que c'est vraiment une grosse crainte. Parce que je me dis, mais en plus, ce qui est génial, c'est d'arriver à trouver cette personne. Moi, c'est ça qui me faisait, où j'avais du mal avec les autres psys. C'est de devoir toujours rendre des comptes. Donc en fait, tu viens toutes les semaines. Moi, je déteste ça. Faut pas qu'on m'oblige à faire des... Je déteste. Et du coup, là, je sais que juste de toute façon, je suis accueillie. C'est-à-dire que je peux venir 6 fois, s'il le faut, en un mois. Et parfois, je la vois pas pendant 6 mois. Et en fait, il y a aucun problème. Donc du coup, ça, c'est vraiment... Après, bien sûr, elle va me guider quand il y a des soucis à régler. Elle va me dire, là, Agathe, ça serait bien peut-être qu'on se revoie parce qu'il y a encore des choses à régler. Mais si je dis non... Bah, de toute façon, elle va pas. Je veux dire, c'est ça qui me dérangeait un peu sur ce que j'avais les autres psys. J'ai l'impression que c'était très. Enfin, je me sentais oppressée d'être obligée de venir chaque semaine, etc. Et avec elle, je me sens vraiment libérée de ce poids. Et donc, on a fait un gros travail qui était long. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai parlé vraiment de mon passé il y a pas longtemps. Vraiment. Parce qu'en fait, il y avait toute cette partie du présent qui allait pas. Donc je parlais beaucoup, voilà, avant mes années parisiennes où j'étais avec des mecs, pas tous. Il y en a certains, je vais pas citer les prénoms, mais il y en a certains, heureusement, dont un qui était bien, les autres c'était catastrophique, vraiment. Et du coup, je parlais du présent, je me disais, bah voilà, machin, et ça se passe mal. J'évoquais quand même un peu de la sexualité, c'était quand même compliqué, mais j'évoquais parce que c'était quand même mon souci. Et en fait, voilà, au fur et à mesure, on a tissé beaucoup on va dire, de confiance, etc. Et après, petit à petit, on a été un peu plus dans les profondeurs. Mais c'était long, et je voyais pas le souci de pas en parler. C'est ça qui est fou. Je me dis, mais j'ai passé tout ce temps sans parler de ma mère, sans parler de mon père, sans parler de ce qui s'était vraiment concrètement passé. Mais après, je pense qu'il me fallait ce temps aussi, peut-être. Et après, même si on parle du présent, des problèmes du présent, qui peuvent paraître beaucoup plus superficiels de ce qu'on a vécu, finalement, comme on dit, les syndromes post-traumatiques, en fait, ils sont au présent. C'est-à-dire que même si on ne parle pas de ce qui s'est passé, ils sont là. Et du coup, ça permet quand même de débloquer certaines choses, de prendre du recul par rapport à soi-même. Et en fait, un truc... Après, j'arrête parce que je fais une petite pause dans mon blabla. En même temps, je suis là pour parler. Un truc, genre, quand je vais voir ma psy, je me dis tout le temps... j'ai compris un truc, c'est que quand je vais voir ma psy, c'est vraiment un rendez-vous avec moi-même. Et je me dis, c'est pour t'aimer, en fait. C'est pour apprendre à t'aimer. C'est fou, parce que je me dis tout le temps, je vais voir ma psy, et en fait, tu te découvres. C'est comme prendre un rendez-vous avec soi-même, finalement. Et de te dire, en fait, souvent, on se met de côté, on se dit, bah, on se traite super mal, hein, la plupart du temps. On a les pensées, là. Ah, t'as fait ça, t'es vraiment... Enfin, je vais pas dire des mots vulgaires, mais bref. Et en fait,
aller voir une psy, c'est vraiment, voilà, c'est comme aller voir une amie et prendre un temps de qualité. C'est-à-dire, tu vas voir une amie, tu prends un temps de qualité et tu discutes, tu apprends à la connaître, en fait. Et ça, on n'a pas vraiment dans nos vies. On s'est pas dit que c'était important, en fait. Nous-mêmes, voilà, on se met de côté. Et surtout quand on a eu, voilà, je pense que tout le monde devrait, de toute façon, aller voir quelqu'un pour parler. Mais encore plus quand on a un passé compliqué. Parce que en fait, c'est peut-être une porte, la seule porte, enfin, une des portes pour arriver à un peu s'aimer, en fait. C'est-à-dire que, parce que quand on est enfant et que quand on vit des choses atroces, on n'arrive pas à... En fait, l'enfant, il est à travers les yeux de ses parents. Donc, en fait, si tes parents ils te violentent et ils te disent toute la journée que t'es vraiment qu'une grosse merde, tu vas juste te dire que t'es une grosse merde, voilà, tout simplement. Donc, une fois adulte, il faut vraiment essayer de réparer... essayer de se retrouver. Et un truc que je fais maintenant, tout le temps, vraiment, à chaque fois que je m'endors, c'est que vraiment, c'est très cucu, hein. Vraiment, c'est extrêmement cucu, mais c'est pas grave. Je m'imagine vraiment, moi, enfant. C'est-à-dire que j'ai vraiment, moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir réussi à avoir cette relation. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, en fait, je m'imagine enfant et je me fais un câlin. Je me dis, voilà, je suis fière de toi. Enfin, tu peux bien dormir. T'es vraiment, enfin, je te fais un gros câlin. Voilà, tu te sens bien, quoi. Et ça, c'est à chaque fois avant de dormir, parce que souvent la nuit, les angoisses peuvent revenir, etc. Et ça apaise énormément de faire ça. C'est un conseil. L'année de tes 17 ans, tu avais presque 18 ans, vous avez fini par fuguer avec ta sœur. Oui. En sortant par la fenêtre alors que ton père était dans la maison. Oui. Vous êtes allé vous réfugier, enfin en tout cas vous êtes allé chez votre mère qui à ce moment-là avait obtenu un logement social pendant 6 mois et après à votre majorité vous avez obtenu votre propre logement social avec ta sœur. Oui. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti à ce moment-là? Comment est-ce que tu t'es sentie quand tu étais dans ce logement avec ta sœur? Dans ce logement social? Ouais, à deux. Oui. Oula. En fait, c'est un gros sujet parce que je pense qu'il y a plusieurs phases quand on vit des choses difficiles. En fait, quand on est dans le danger, c'est-à-dire quand on est en danger vraiment, c'est-à-dire qu'il faut survivre, et je trouve que c'est presque parfois plus facile parce qu'on est dans le mouvement et en fait, il faut s'échapper. Donc, il y avait toute cette partie-là où en fait, c'était presque plus facile de fuguer, d'être dans cette espèce de démarche, plutôt que tout d'un coup se retrouver là en sécurité. On va dire, la sécurité, c'est un grand mot quand on a vécu... tout ce que j'ai vécu, parce qu'en fait, on se sent jamais en sécurité. En fait. Il faut vraiment faire un chemin pour retrouver la sécurité, parce que le cerveau, il n'a pas compris, en fait. Donc, je me suis retrouvée là, et j'avais une chambre pour moi, ça ne m'était jamais arrivé. J'avais un double lit, vraiment. Alors là, je me disais, attends, j'ai un double lit. On avait quand même voilà, c'était un logement social dans une tour, etc. Mais pour moi, c'était le luxe, quoi. J'avais une chambre, il y avait personne qui allait... derrière la porte qu'elle allait me faire du mal, en fait. Enfin, j'étais en sécurité, c'est ça qui est fou. Et en fait, c'est à ce moment-là que vraiment j'ai vraiment une période assez sombre à ce moment-là, où j'ai comme un peu relâché, où je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'ai relâché des choses et en fait, je pense qu'avec le recul, je pense que j'étais comme dans une dépression, en fait, j'étais vraiment pas bien. Donc je dormais plus du tout, j'arrivais pas à dormir. Et en fait, c'est fou parce que récemment, j'ai fait des séances EMDR, on en reparlera si tu veux, ça c'est un conseil, allez faire des séances EMDR. Mais et en fait, j'y allais justement parce que depuis le jour où je suis rentrée dans cette chambre, en fait, il y a eu un souci, en fait, il s'est passé quelque chose, je sais pas, il y a eu un court-circuit entre ce qui s'était passé avant et le présent. Il y avait un truc qui allait pas, en fait, qui allait pas. Et en fait, j'ai fait une grosse angoisse du lit. Trop bizarre. Et en fait, je comprenais pas. Donc là aussi, on comprend pas. Donc récemment, j'ai été voir une thérapeute EMDR et je lui ai dit, voilà, je comprends pas, je suis tout le temps, j'ai un problème, j'ai un rapport extrêmement étrange au lit. En fait, au lit double, c'est très précis. Et en fait, le MDR, donc du coup, c'est des mouvements oculaires très répétés qui permettent d'accéder à des endroits de ton cerveau qui ne peuvent pas être conscientisés par la parole et qui peuvent pas être réglés autrement. En fait, c'est vraiment verrouillé. Et en fait, donc je ferme les yeux, elle tapote les genoux comme ça. Donc t'as un peu les yeux qui font comme ça. Et en fait, à ce moment-là, tu revis des choses. En fait, il peut se passer plein de choses. Tu peux revivre des choses, tu peux avoir des images précises, tu peux avoir aucune image, juste ressentir une grosse sensation. Et en fait, moi, la première chose que j'ai faite, c'est ressentir un énorme dégoût. En fait, elle t'amène du coup sur un souvenir précis. Donc là, c'était le lit, justement ce lit du logement social. Et là, j'ai ressenti un énorme dégoût, mais vraiment le dégoût
vraiment l'émotion pure du découp. Et en fait, c'est juste pendant plusieurs heures après le rendez-vous, j'avais mal là. Tu sais, quand t'es dégoûté, je peux pas faire cette tête, mais tu sais, il y a un espèce de rictus là. Et j'ai ressenti ça, c'était très intense, assez dur. Et après, j'avais des images qui venaient. Et du coup, j'ai compris que le lit, en fait, le lit parental était lié aux violences sexuelles que j'avais subies enfant et que je faisais un parallèle. Et en fait, du coup, ton cerveau se dit, à cet endroit-là, je suis en danger. Et en fait, de toute façon, je pense que si j'avais conscientisé ça avec la parole chez la psy, ça m'aurait fait du bien, mais je pense qu'il y aurait une limite parce que je pense pas que ça m'aurait forcément... En fait, je me serais dit, je suis angoissée, mais je comprends, mais je suis quand même angoissée. Mais en gros, ça m'a vraiment complètement désensibilisée sur l'EMDR, ça a désensibilisé, c'est comme ça a enlevé cette partie-là... Enfin, ça n'a pas enlevé, ça n'enlève jamais, mais juste ça l'a délogé. En fait, on le regarde, on le ressent. Voilà, regarde, c'est ce qui s'est passé en fait. Et là, on fait comprendre au cerveau que c'est plus un danger présent. Et c'est comme si c'était rangé dans dans la bonne bibliothèque. Genre le passé, c'est le passé. T'inquiète pas, tu vas pas. En fait, c'est une thérapie qui est très, très efficace en complément ou sur le côté, ou totalement séparément d'une thérapie classique parce que ça joue sur d'autres choses. Et pour le coup, c'est très efficace sur les stress post-traumatiques, etc. Oui. Ce qui est assez marrant, ou pas marrant, mais ce qui est étonnant, c'est que dans tes dessins, tu représentes très souvent des personnages sur des lits, qui sont des lits doubles. Non, mais bien sûr, alors là, mes dessins, il faudrait que quelqu'un, un psychologue, les analyse, parce que franchement, en fait, c'est fou parce que alors, mes dessins, le recul que j'ai aujourd'hui. J'ai tellement dessiné des femmes, des corps de femmes nus, des couples, des scènes érotiques que oui, c'est très sensuel. C'est extrêmement sensuel. En fait, je pense que c'était une manière justement, c'est une fenêtre pour aller mieux, me libérer en fait à travers le dessin, vivre des choses que je m'autorisais pas à vivre en fait ou à ressentir dans la vraie vie parce qu'en fait c'était trop dangereux, mais à travers le dessin rien n'est dangereux. Le dessin pour moi c'est comment dire, c'est mon espace, c'est ma bulle de sécurité depuis que je suis toute petite. Donc en fait de dessiner des lits, c'est vrai que j'en ai dessiné énormément, des lits doubles. Bah en plus c'est ça, je crois que j'ai même jamais dessiné un lit, c'est ça qui est rigolo. Je pense que j'ai que dessiné des lits doubles, en plus avec des scènes parfois sexuelles, etc. Mais en fait c'est ma manière de me libérer. Et en fait je pense que c'est des choses que je dessine pour que j'arrive pas à vivre voilà, je pense que ça aussi, voilà, il y a plein de manières de s'en sortir quand on a vécu des choses difficiles. Ça, c'est une manière à moi d'aller mieux. En tout cas, c'est le dessin, ça c'est sûr et certain. Et je sais qu'à force de dessiner par exemple, des femmes fières, nues, qui sont fières de leur corps et tout, parfois je rencontrais des gens bien avant que je parle un peu de mon passé publiquement. Ils me disaient « Ah mais Agathe, tu dois être tellement libérée sexuellement. J'imagine pouvoir coucher avec des filles, des hommes, voilà, tout ce que tu veux. » J'ai genre « Attends. » Alors donc déjà, donc, souvent je disais rien, ça me faisait rire. Je faisais « Oui, non, non. » Et voilà, et en fait je pense que c'est une manière pour moi de me libérer. Et ouais, c'est fou l'art en fait, c'est-à-dire que c'est des choses sincères que je pense que je ressens vraiment, peut-être cette envie, voilà, avant, maintenant c'est différent, ma vie est différente, mais c'est tous ces dessins un peu érotiques, etc. C'est comme si j'avais expérimenté ma vie sexuelle presque plus à travers mes dessins qu'à travers ma propre vie, quoi. Parce que finalement, à travers ma vie, c'était... enfin, ce que je vivais dans la vie réelle, mon corps, c'était la catastrophe. Voilà. Oui, c'est quelque chose vers lequel tu voulais tendre. Après, tu vois, quand on lit un roman d'un auteur ou d'une autrice, on s'attend pas à ce qu'il ait toutes les qualités ou toutes les caractéristiques de ses héros. Donc en fait, toi, c'est tes personnages. Mais souvent, les gens pensent que c'est un journal intime. Hein. Quand tu dessines... Parce que c'est tentant de penser ça. Oui, t'en as envie, toujours de faire un rapprochement. Moi, la première, quand je reçois ici des autrices, à chaque fois, j'essaie de gratter dans quelle mesure il y a d'elles dans les personnages principaux, etc. Et du coup, c'est quoi la réponse? Ça dépend des auteurs et des... Mais il y a toujours quelque chose, quand même. Mais oui, parce qu'on vient toujours chercher quand même en soi. Après, parfois, quand on est auteur, on va chercher dans ce qui nous entoure, évidemment. Mais c'est toujours plus facile d'aller chercher différentes parties de soi-même pour Après on peut l'avoir en soi, mais c'est pas forcément qu'on l'a expérimenté et qu'on l'a vécu, mais je pense qu'il y a quand même je veux dire, à travers mes dessins, il y a quand même une grande partie de moi-même, enfin quand même
Après, beaucoup de choses, spoiler, sur les parties érotiques que je publie plus trop d'ailleurs en ce moment, mais c'est surtout lié à Instagram parce qu'ils veulent plus que je publie ça. Je ne l'ai pas vécu. Voilà. C'est les parties de toi qui sont peut-être en puissance. Voilà. Alors, tu as entrepris des études en tant que boursière. Tu as fait des études de graphisme et puis tu as intégré l'école des Gobelins pendant un an où tu as fait du motion design. Tu as ensuite décidé de partir à Londres pour être fille au père. Pour diverses raisons, tu n'es resté que 3 mois dans la famille où tu étais censée être fille au père, mais tu es restée à Londres. Tu as notamment été nounou et c'est là que tu t'es lancée sur Instagram. Oui, exactement. Et ton compte Instagram compte aujourd'hui 935 000 abonnés. Oui, précis. Sur ce compte Insta, tu publies tes dessins. Oui. Et aujourd'hui, tu vis à la fois de la vente de ces dessins et de collaboration avec des marques. Comment est-ce que tu décrirais tes dessins pour les auditeurs et les auditrices ? Bon, ça, c'est toujours un truc. Hein. Ouais. Maintenant, je suis un tout petit peu plus rodée qu'au début. Je dirais que c'est des dessins qui vont droit au but. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'est l'émotion qui s'en dégage et qu'on comprenne directement le message. Ça, c'est super important. Donc, en fait, c'est assez minimaliste. C'est des couleurs assez vives qui vont parfois mettre en valeur un sujet pour qu'on comprenne encore plus ce qui se passe. Et c'est vrai que à travers mes dessins, ce que j'aime, j'adore ce côté où en fait tout le monde peut s'y reconnaître. En fait, c'est-à-dire que ce que j'adore, parfois on me dit souvent, ah, j'ai l'impression que t'as regardé à travers le trou de ma serrure. Parce que en fait, ça qui est fou, c'est le côté universel en fait de ce qu'on vit et qu'on peut retrouver à travers l'art. Et ça, moi, j'adore, en fait. Je trouve ça magique, en fait, cette connexion qui se fait avec l'autre. Et voilà. Donc, je me perds un peu. Donc, beaucoup de femmes. Les thèmes, je sais pas si on peut le dire, thématiques, bah, c'est beaucoup les femmes. Hein. Vraiment, il y a énormément les corps féminins. Ça, c'est que ça soit bah, je pense que mon trait s'y prête beaucoup parce que je suis beaucoup dans la rondeur, voilà, dans mon trait. Donc, la rondeur du corps féminin, c'est presque quand voilà, c'est très gourmand, enfin, j'adore. Je veux dire, c'est naturellement ce que je préfère dessiner, voilà. Et donc du coup, d'ailleurs, souvent mes personnages masculins ressemblent à des femmes. Ah oui, je me suis pas dit un ça. peu. Tout petit peu. J'ai du mal avec voilà, mais après bon, ça c'est peut-être lié à d'autres choses, mais bref, j'ai pas réussi encore à dessiner un caractère, enfin je veux dire un personnage d'homme qui, dans le côté très musclé, je veux dire, ils sont toujours rondoudous. Mais est-ce que toi, par quel type d'homme t'es attirée ? Alors moi je suis attirée souvent par je vais décrire un homme qui n'est pas du tout l'homme action. Non, je rigole, c'est faux. Je vais dire alors brun barbu, super musclé. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Non, moi j'ai toujours été attirée par alors moi j'adore les grands, plutôt minces, plutôt maigres presque parfois. Maintenant c'est moins mon style, les maigres, mais voilà, parce que à l'époque je sais pas, ça me réconfortait de pas, voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec les grosses musculatures, voilà. En fait, je trouve ça beau esthétiquement. Quand je vois un homme musclé, je me dis ah, c'est beau, mais c'est pas ça qui va forcément m'attirer. Et puis moi, j'adore les hommes qui n'ont pas de soucis avec leur part de féminité. Donc j'adore les hommes qui sont presque un peu maniérés, qui sont élégants. C'est-à-dire, voilà, quand... C'est marrant que du coup, tes dessins d'hommes, tu dis que ça ressemble un peu, ça tend vers parfois quelque chose de féminin. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ce que j'adore, moi, dans tes dessins, c'est qu'effectivement, quand tu dis on s'y retrouve tout de suite, en tout cas, donc tu représentes quand même beaucoup de couples. Oui. Et tu les représentes dans différentes configurations, parfois d'emboîtement amoureux ou de voilà. Et c'est vrai que c'est toutes des choses où tu te dis ah mais oui, je vois tellement ça. En fait, je sais pas t'expliquer, mais ça rallume en fait des souvenirs de moments. Et c'est ça qui est trop fort, quoi. Et je pense qu'il émeut les gens. Et d'ailleurs, tu représentes rarement quand même tes personnages seuls, il me semble. J'essaie de réfléchir. Parfois, il y a des femmes. C'est rare quand même. Toi ouais, c'est plus en couple, mais parfois il y a des femmes, il y a notamment une illustration très forte qui représente quand même pas mal mon travail. C'est une femme seule sur un fond orange qui soulève son t-shirt. Voilà. Donc il y a cette partie-là. C'est vrai que c'est peut-être moins. C'est peut-être voilà, aujourd'hui je dessine peut-être plus le côté couple. Là il y a toute cette partie aussi sur la maternité et tout ça, parce que c'est aussi lié à ma vie. Mais moi il y a quand même quelques femmes seules quand même.
Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la solitude, toi, aujourd'hui? Ouais, bah alors c'est une grande question. Bah voilà, là, par exemple, c'est marrant parce que tu me poses cette question, là je vais à Paris toute seule, je suis vraiment jamais seule. C'est-à-dire, en fait, je travaille avec mon chéri, donc on est tout le temps ensemble, on est très, très fusionnels tous les deux. Et en plus, la vie de maman, alors la vie de maman, quand tu commences à avoir un enfant, la solitude n'existe plus, clairement, même aux toilettes. Et donc, bon, je suis jamais vraiment seule. C'est vrai que ça correspond un peu à ma personnalité parce que, en fait, enfin, même dans le ventre de ma mère, finalement, j'ai jamais été seule, j'étais avec ma soeur jumelle. Donc, j'ai toujours un peu. Je pense que c'est un peu un truc cool et en même temps un truc moins cool. J'ai toujours. Pour moi, mon fonctionnement, c'est en couple, c'est à deux en fait. Donc, En duo, en tout ouais, cas. en duo. Donc, parfois, je rigole en me disant que j'ai jamais été célibataire. Parce que ça me fait rire, parce que j'ai toujours eu un binôme en fait, je veux dire. Et encore plus dans notre histoire, parce qu'on a été tellement proches pour s'en sortir. En fait, c'était même c'était plus une fusion là. C'était, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc en fait, j'ai toujours un peu fonctionné à deux. Et mais maintenant que le temps avance, c'est que j'ai 32 ans. Voilà, c'est un peu cliché de dire ça. J'adore les moments toute seule maintenant, en fait, parce ils sont plus rares. Et maintenant, voilà, j'arrive à être moins angoissée d'être seule, parce que parfois, tu sais, je me dis, ah, c'est pas bien, faut pas être seule, il y a une sorte de truc social où faut tout le temps être à deux. Tu vois, par exemple, là, juste avant, j'étais dans un café, j'ai adoré être seule dans un café. Vraiment, je me suis dit, ah, mais quel kiff! Genre, vraiment, c'est génial. Mais je pense que c'est parce qu'il y a toute une sécurité derrière, en fait, et où je me dis, voilà, enfin, il y a voilà la grande différence entre solitude choisie, Imposée. voilà, imposée, et ou sinon va vraiment être seule alors que tu as envie d'être avec des gens, c'est différent quand même. Je pense que du coup ça se joue là. Tu parlais du lien très fort avec ta sœur qui dessine d'ailleurs aussi. Ouais. Enfin, c'est le métier aussi. Enfin, ou illustre, je sais pas comment il faut dire. Dessine, c'est très bien. Comment est-ce que votre lien a évolué? Notamment peut-être quand tu as Oui. eu un amoureux comme aujourd'hui qui est tout à fait stable, etc. Oula, la question. Alors là, c'est la question qui fait trembler Internet. C'est-à-dire, je reçois tous les jours des questions. Mais ta sœur, c'est quoi? Et ta sœur. Vraiment, c'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Et en fait, enfin, je veux dire, je pense qu'on s'est mis un peu d'accord avec ma sœur de rester assez discrète sur nos relations parce que en fait, bah, elle a aussi voilà, elle a aussi voilà, elle est illustratrice, on va dire, un personnage public, je sais pas comment l'appeler. Donc du coup, on reste un peu discrète en fait sur ces sujets parce que ça nous implique toutes les deux. Et du coup, voilà, c'est un peu. Mais après, ce que je peux dire sur ma sœur, c'est que voilà, aujourd'hui, on a des relations, enfin, en tout cas, on a des relations qui sont dans le respect et l'amour. Donc ça, c'est le plus important. Et en fait, je pense il pourra avoir plein d'autres témoignages un peu de la même manière. C'est-à-dire que le problème, quand on a une enfance catastrophique et qu'on n'a pas le socle qui est apporté par des parents, ou au moins un parent, j'ai envie de dire, eh bien, en fait, souvent, ça va vraiment fragiliser les fratries. Et donc, du coup, ça peut créer des conflits, des choses qui sont... Parce qu'en fait, il n'y a pas de respiration, c'est-à-dire qu'on est face à face. Il n'y a personne pour nous dire, attends, les amis, calmez-vous. Il y a personne aussi qui nous a dit, quand on était petite, c'était des mots extrêmement importants, surtout en tant que sœur jumelle. Vous êtes sœur jumelle, mais vous êtes différentes. C'est-à-dire que... Les individus chacun. Oui, voilà. C'est des mots, en fait, qui sont très structurants et qui sont très importants pour... je veux dire, en fait, la fratrie, je pense que l'entente d'une fratrie... Il y a un gros facteur lié à l'éducation, comment ça se passe quand t'es enfant, je pense, c'est logique. Et après, bien sûr, il y a les caractères. Ma sœur, c'est la personne avec qui je m'entends le mieux. De toute façon, j'ai jamais autant rigolé avec quelqu'un. Je l'admire énormément, je l'adore, mais c'est juste que il y a des failles, il y a des choses qui sont... Voilà, on essaye de se guérir individuellement et notre relation, voilà, on va dire qu'elle avance doucement et qu'il y a eu une grosse période difficile et que là, on est sur une voie beaucoup plus apaisée. Et il y a toujours cette nostalgie, en fait, où ça sera jamais comme avant, parce qu'on pourra jamais se revenir à cette fusion qui nous a sauvé la vie. Mais voilà, on est dans ce chemin, on va dire que on n'est plus dans cette fusion parce que voilà, ça a plus été possible.
mais on essaye de savoir comment faire pour avoir une relation différente, une relation d'adulte en fait. C'est con de dire ça, mais tu vois, une relation où voilà, elle est quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un d'autre, et on s'aime et on est différentes, je veux dire. Parce qu'avant, on s'aimait, mais on était pareil. Donc c'était complètement... Et c'était voué, de toute façon, c'était écrit. C'est-à-dire que ça allait un moment péter, quoi. Enfin, ça pouvait pas continuer comme ça. Donc je suis très, très contente que ça soit différent aujourd'hui. Et après, voilà, on est sur ce chemin, toutes les deux, et je pense qu'on va y arriver. J'espère. J'ai reçu Delphine Plisson à ce micro et il y a une question qu'elle posait à toutes les personnes qu'elle recevait en entretien d'embauche pendant toute une partie de sa vie et que je pose désormais à tous mes invités, qui est la suivante. Si demain, tu n'as aucune contrainte, ni matérielle, ni familiale, ni culturelle, ni sociale, ni financière, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Ah bah c'est une grande question, hein. C'est une question super intéressante. J'adore ce genre de questions que je pose, que je peux poser quoi, en soirée. Donc du coup, c'est la fille insupportable, parce que ça permet tout de suite de rentrer dans une profondeur qui est super intéressante. Et alors moi tout de suite, alors moi je m'imaginais avec ma famille, ma famille, ma nouvelle famille, mon chéri et mon petit garçon. C'est à cet endroit que je me sens le mieux. J'aime trop être avec eux, en fait. Donc, avec eux, j'imagine pas forcément à Bordeaux, dans un autre endroit, avec un peu plus de soleil, voilà. Et j'imagine avoir encore plus de temps de qualité avec eux, qui peut pas être forcément possible tous les jours parce qu'il faut travailler et pour gagner sa vie. Et du coup, alors j'ai déjà un métier passion, donc c'est extraordinaire, je me sens extrêmement chanceuse. Mais là, alors là, ça serait... je me consacrerais... Je pense que mon temps serait beaucoup plus consacré, voire consacré à 100% à mes créations personnelles d'artiste. Et donc je serais vraiment sûrement déjà en train de dessiner... un livre, une bande dessinée, j'aurais pas de culpabilité à me dire je prends énormément de temps pour développer cette partie personnelle artistique qui parfois est un peu voilà, faut trouver un équilibre en tant qu'artiste parce que tu vis, c'est un peu ambivalent, t'es très content de vivre de ta passion, je suis extrêmement reconnaissante, tous les jours parfois je me dis mais attends, c'est incroyable, et en même temps il faut réussir à garder sa sincérité, ces moments où on est vraiment juste cet artiste-là qui était finalement complètement inconnue et qui ne connaissait pas sa vie à ce qu'elle faisait au début. Donc voilà, donc je sais pas si j'ai bien répondu. Et puis après, qu'est-ce que je ferais ? Je mangerais super encore mieux qu'aujourd'hui. J'adore en fait, genre bien manger. Du coup, moi, les beaux endroits... Alors, voilà. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la nourriture ? Ah oui. Et comment est-ce qu'il a pu évoluer au fil des années, peut-être ? En fait, la nourriture, c'est marrant. Alors, la nourriture... Voilà, c'est une longue question, mais alors du coup j'ai eu faim quand j'étais petite, donc je pense que la nourriture est toujours un sujet assez important, parfois un peu trop sérieux. Je veux dire, parfois il faudrait juste que je me relâche un peu, parce que je sais plus, je crois que c'est peut-être une citation, quelque chose, je me rappelle et ça m'a tellement parlé. Pour moi, par exemple, si je mange pas quelque chose de bon, la vie n'a pas de sens, ma journée n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut quand même que à un moment donné que ce que je mange me fasse plaisir. C'est-à-dire que ça fait partie de la vie, en fait. Et donc, j'ai tellement eu aucun plaisir, en fait. Parce qu'au-delà d'avoir faim, ce qu'on mangeait, c'était vraiment des trucs sans saveur, en fait. Vraiment complètement fade, insipide. Je veux dire, pour moi, maintenant, pour moi, c'est même pas vraiment des aliments, c'était des choses transformées, des choses, voilà, Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est très très important pour moi. Et donc j'ai un rapport, en fait, c'est enfant, peut-être qu'il y a des études un peu scientifiques encore là-dessus, mais je pense que quand on n'a pas de diversité alimentaire dans notre enfance, en fait, adulte, ça va être beaucoup plus dur parce qu'on n'a pas goûté à tout ça. Donc ça va être beaucoup plus dur d'avoir des goûts, voilà, d'aimer plusieurs choses différentes. Je sais que j'avais en fait j'ai mis très très longtemps, donc c'est grâce à mon chéri qui adore manger et cuisiner. Donc il m'a dit, en fait souvent moi je disais non j'aime pas, je suis partie du principe que j'aimais pas parce qu'en fait ça me faisait peur, c'est des goûts que je connais pas, et en fait il m'a vraiment débloqué là-dessus. En fait il m'a fait goûter des saveurs inconnues. Vraiment j'avais jamais mangé, et je me suis réconciliée en fait avec ça. Après il y a toujours
il y a toujours des choses qui sont... Voilà, je pense que de toute façon, si j'avais eu d'autres goûts enfants, j'aurais sûrement pas le même rapport à la nourriture. En tout cas, c'est quand même très important pour moi. Tu vois, aujourd'hui, on se voit. Bah, l'une des premières choses que j'ai fait, c'est quand même aller dans un petit café, manger un super bon plat. Parce que pour moi, c'est vraiment... bah déjà, je peux me le permettre aujourd'hui, donc je suis très reconnaissante de ça. Et en plus de ça, je me dis, bah non, ça fait pas sens de manger un sandwich à la gare. Moi, j'ai envie de... Je veux dire, même si je prends un petit plat et que ça dure pas très longtemps, au moins, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir que la vie est plus plaisante, quoi. T'as un truc qui est trop bon dans la bouche. Et en plus, l'alimentation, je trouve qu'elle est très liée à la santé psychologique, je trouve. Parce que quand je mange bien, des aliments sains, des aliments qui me font à la fois plaisir et des aliments qui sont équilibrés, je me sens tellement mieux dans ma tête. Enfin, vraiment, moi, il y a une corrélation très, très forte entre alimentation et psychologie. Je sais pas, Santé mentale. Santé mentale. Et du coup, typiquement, il y a des trucs, genre des espèces de pizzas. En fait, je peux pas, par exemple, manger. Je veux dire, ça paraît super sympa. Mais genre, je peux le manger, bien sûr. Hein, je sais pas. Mais une pizza à emporter quelconque, déjà, ça va me faire mal au ventre. Après, du coup, je vais me sentir pas très bien parce que ça va me plomber l'esprit, j'ai l'impression. Peut-être c'est très. Tout est très connecté. Donc voilà, je fais quand même attention à ce que je mange. Et j'adore. J'adore les manger. Je mange aussi beaucoup avec les yeux, donc j'adore les belles assiettes. Voilà, donc c'est très. Moi, je suis beaucoup dans l'esthétisme. Hein. Le côté, la beauté me rassure énormément. Donc c'est pour ça que je fais ce métier, je pense. Donc l'aspect esthétique d'une belle assiette. Vraiment, j'adore quand il y a une belle vaisselle. J'adore. Du coup, j'ai l'impression que je vais manger quelque chose de meilleur. Je sais pas. Bien sûr. On mange aussi avec les yeux. Quel lien est-ce que tu fais entre émotion et alimentation? Est-ce que tu as l'impression parfois de manger tes émotions? Bonne question. Je pense que beaucoup moins qu'avant. J'ai eu toute une phase où en fait j'étais vraiment fâchée avec la nourriture, hein, mais c'est malheureusement comme beaucoup de femmes, j'ai l'impression d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Franchement, je pense que la majorité des femmes, en fait. En tout cas, dans un certain milieu, dans certaines villes, c'est extrêmement répandu, oui. De notre génération, en tout cas. Oui, de notre génération. Et après, je pense qu'il y a toute espèce de... Enfin, je pense qu'il y a toujours des... Je veux dire, comment dire ça? Quand on a des troubles alimentaires, enfin, bien sûr, c'est lié à la société hein, qui nous montre des corps maigres et qu'on a l'impression qu'il faut être comme ça. Donc, bien sûr, ça, c'est tout le monde pour tout le monde. Mais après, il y a d'autres... je pense qu'il y a d'autres facteurs. Et moi, la cause, c'était que le fait d'être maigre me permettait justement d'avoir cette sensation d'être moins dans mon corps, en fait, d'être moins sur cette terre, d'être moins presque... et donc, du coup, ça me soulageait, en fait, d'être... j'avais l'impression d'être, en plus, moins femme. Parce que pour moi, le mot femme pendant tellement longtemps, alors que maintenant tellement pas, mais en tout cas me concernant, c'était un gros mot. C'était genre, attends, non, je suis pas une femme parce que pour moi, il y avait des espèces de trucs dans ma tête où femme égale sexualité. Donc du coup, sexualité, danger. Donc femme, c'est pas un bon terme pour moi. Et donc le fait d'être maigre, souvent les enfants sont minces, sont maigres, parce que voilà, c'est la morphologie surtout une femme, en fait. Après, une femme, elle prend des formes, c'est logique à la puberté. Mais voilà, donc l'alimentation, c'était pas évident. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir... vraiment, j'ai l'impression de plus avoir de soucis. En fait, le seul souci que j'ai, c'est que je fais quand même vachement attention à manger équilibré, parce que parfois en fait c'est pas que je me culpabilise, je me dis ah tiens j'ai mangé ça, j'ai pas culpabilisé pour mon poids mais plus pour ma santé. Je me dis, mentale, je me dis oh là là je vais me sentir déprimée. Mais voilà, mais après aujourd'hui j'ai aussi énormément de chance de pouvoir manger ce que je veux, de pouvoir vraiment de me faire plaisir avec l'alimentation, donc d'avoir un mec qui cuisine aussi, enfin, c'est juste ça. C'est génial. Quel est le plat qui te sauve de tout? Franchement, moi je dirais quelque chose de très simple, c'est très réconfortant. Moi j'adore je sais pas, alors par exemple du riz, c'est assez réconfortant le riz, parce qu'en fait on se sent, peut-être c'est un peu plus digeste que des pâtes, et c'est très très réconfortant. Moi j'adore j'avoue, c'est trop bizarre de dire ça, mais j'adore par exemple des bols avec, tu sais qu'il y a pas mal de riz avec une super bonne sauce, mais j'essaie de trouver un plat précis qui est réconfortant. Je sais pas, Enfin, un autre truc que je pense avait un truc très réconfortant, c'est quand même des ramen, c'est très réconfortant, c'est des pâtes. Ah ouais. C'est super réconfortant les ramen, parce qu'il y a une grosse soupe. Peut-être les ramen en vrai. C'est vrai que c'est assez c'est pas assez... On se sent... Voilà, c'est assez anti-déprime.
Ouais, en plus, j'ai des adresses à Paris où il y a des ramen tellement bons. Alors, du coup, ça fait tellement longtemps que je suis pas parisienne que je me rappelle plus les noms. Une petite adresse vers la station Odéon, je sais pas si quelqu'un. Et en fait, c'est des gros, les ramen, c'est des gros bols de soupe avec des pâtes et c'est extrêmement savoureux. En même temps, c'est très réconfortant parce que ça cale, ça cale l'estomac. Il y a aussi les œufs tamago là, parfois qui flottent dedans. C'est tellement bon. Qui sont marinés. Ouais. Voilà, je dis ramen, mais je pense que ça pourrait être autre chose. Mais Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à l'ivresse? Ah ouais, waouh! Alors, le rapport à l'ivresse, j'ai l'impression qu'il n'existe pas dans ma vie. C'est-à-dire que tu bois pas d'alcool? Alors du coup je bois plus d'alcool parce que je suis enceinte actuellement. Oui. Et en fait en vrai quand tu deviens parent l'alcool après ça dépend des gens. En tout cas moi depuis que je suis devenue maman donc l'alcool déjà n'était pas très je veux dire en fait j'ai un rapport à l'alcool. En fait mon père du coup était complètement alcoolique et j'ai toujours cette espèce d'odeur là d'haleine de bière qui me reste. Donc déjà la bière de toute façon je peux pas en boire. En fait je ne bois pas de bière donc ça c'est voilà, et puis en fait, je m'en fiche de dépasser ça. C'est-à-dire, je m'en fous, en fait. C'est-à-dire, je m'en fous, je bois pas de bière. Voilà, si j'ai décidé, j'aime pas. J'aime pas le goût, j'aime pas l'odeur. Je déteste l'haleine des gens qui boivent de la bière, je suis désolée, mais ne m'approchez pas. Je rigole. Et donc, du coup, ça me rappelle trop des mauvais souvenirs. En plus, il nous faisait toujours aller acheter des bières. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, les bières en canette. Tu sais, les bières, pour moi, c'est ça, bref. Et donc, donc la bière, c'est non. Après, j'ai appris petit à petit à adorer avec certains plats le vin, vin rouge. Donc en fait, je vais boire, pour moi, ça me fait vraiment plaisir de boire un bon vin rouge, parce que maintenant j'arrive à savourer j'arrive à savourer les goûts, j'adore. Donc je dirais, j'aime beaucoup en mangeant des bons plats qui se marient bien, le vin rouge surtout. Mais par contre, les alcools forts, je veux dire vodka, je sais pas, je me rappelle plus comment ça s'appelle, tequila ou je sais pas les alcools forts, c'est quoi? C'est tequila. Je pense à la tequila et à la vodka. J'ai bon ou pas? Vodka, ouais, tequila. Ça, après peut-être un petit mojito l'été. Par contre, c'est pas trop. J'ai jamais. Je pense que une fois j'ai beaucoup bu quand j'avais 16 ans et je crois que j'ai vraiment. Je me suis évanouie. À ce moment-là, je me suis réveillée dans une tente, voilà. Parce que en fait, j'avais jamais bu. Donc en fait, quand tu n'as jamais bu, ton cerveau te dit pas alerte rouge. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, oula, c'est un peu bizarre, un peu nul. Et voilà, donc l'ivresse, après l'ivresse, oui, c'est une question de l'ivresse. En fait, du coup, comme je bois pas beaucoup, l'avantage, c'est que quand je bois un tout petit peu, je suis assez vite, un peu pompette, comme on dit. Donc c'est très agréable, mais après, j'aime pas quand ça va plus loin. Je suis pas. Voilà. Pompette, c'est bien. Qu'est-ce que c'est pour toi l'amour? Alors l'amour. Alors je peux peut-être t'aider. Donc aujourd'hui tu vis à Bordeaux avec Basile qui est le père de votre fils Simon et du deuxième enfant que tu attends en ce moment. Qu'est-ce que Basile t'a appris sur l'amour? Il m'a appris tellement de choses. De toute façon, avant lui, c'est sûr et certain que j'étais pas. En tout cas, j'étais pas les pauvres garçons qui vont entendre ça. Bref, mes ex, mais je m'en fiche, tant pis. Et je pense que j'étais pas vraiment amoureuse avant lui. Je pense que l'amour, en fait, c'est une définition que je pense beaucoup de personnes ont. C'est arriver à aimer profondément l'autre pour qui il est. C'est-à-dire, et je sais pas, j'ai toujours cette sensation. Oui, je pense que l'amour, tu peux aimer l'autre sans qu'il t'aime en retour, mais c'est vrai que un truc incroyable, c'est qu'en fait, t'aimes une personne et qu'il t'aime aussi. Je veux dire, c'est waouh, c'est incroyable. La réciprocité, c'est bien. La réciprocité, pas mal. Bien sûr, après, on peut aimer sans que ce soit réciproque, mais bon, t'es un peu. Et donc, ouais, c'est aimer, c'est-à-dire que, tu vois, Basile, je le regarde, j'aime profondément qui il est. C'est-à-dire, je suis fière de lui. Même tous ces. Bien sûr, c'est un être humain qui n'est pas parfait, même si. Franchement, en fait, pour moi, il est parfait parce qu'en fait, il est comme il est, donc je l'aime comme il est, donc je peux pas. C'est ça qui est bizarre. Et je pense que c'est ça, c'est juste aimer pour aimer profondément une personne sans vouloir la changer à tout prix. Voilà. Et puis après, il y a une forme aussi, je pense que c'est compliqué, mais il y a une forme aussi de liberté, c'est-à-dire que aimer, c'est laisser la liberté à l'autre d'être qui il est justement, et parfois cette liberté peut aller à l'encontre de ce qu'on souhaite. C'est ça qui est compliqué. Donc je pense que c'est tout un espèce de truc qui est compliqué, l'amour, parce que l'amour, en tout cas en couple, en fait on aime l'autre pour qui il est, et puis ensuite faut réussir à le laisser libre
sur certaines choses qui peuvent être un peu complexes, qui sont pas en accord forcément avec ce qu'on voudrait, parce qu'il y a une sorte de possession quand on aime quelqu'un, on voudrait le mettre dans notre poche, on voudrait le, je sais pas, qui soit à nous et qui, c'est pour ça le mariage. C'est quoi la phrase déjà? Jusqu'à notre mort. Alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que non, c'est pas jusqu'à notre mort. En fait, la personne restera toujours qui elle est, elle sera jamais à toi en fait. Et ça qui est beau et il faut entretenir ça et ça fait parfois rejaillir des peurs, c'est compliqué. Enfin, je pense que on pourrait parler des heures de cette définition. C'est... Quand tu parles de votre rencontre, tu parles souvent d'un coup de foudre. Oui, ouais. Mais en fait, coup de foudre, ça aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'a pas tous la définition de coup de foudre. Ouais, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, on en a un imaginaire des films, parfois des romans, mais pour toi, qu'est-ce que ça a été alors? Comment ça s'est matérialisé? En fait, pour moi, le coup de foudre, en tout cas la définition de ce qui s'est passé quand j'ai vu Basile, c'était l'évidence. C'est-à-dire que c'était pas... En fait, j'ai pas reçu une décharge ou un éclair comme on peut voir dans des dessins animés ou quoi, où je me suis évanouie. Je l'ai regardé dans les yeux et c'est comme si je l'avais toujours connu, en fait. Alors que je l'avais jamais vu, en fait. Et je pense qu'il y avait quelque chose de chimique qui s'est passé des deux côtés aussi. Donc il y avait un truc dans l'air, quoi. Quelque chose comme ça. Et... Donc pour moi, c'est la définition de mon coup de foudre à moi. Je pense il y a plein de manières d'avoir un coup de foudre, je pense. Mais je sais pas, il y a quelque chose de chimique. En fait, parce qu'il y a ce que tu peux voir, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, tu le trouves magnifique, tu le trouves beau. Mais en fait, je pense que le coup de foudre, il va peut-être au-delà de ça. C'est quelque chose de chimique, c'est un truc dans le corps, dans l'énergie, en fait. Je sais pas, c'est au-delà du physique. Et du coup, cette première fois, il m'a touchée et que j'ai eu de l'électricité vraiment concrètement dans tout le corps. C'est ce que j'avais jamais eu avant. Pour moi, c'est aussi fait partie du coup de foudre. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà d'avoir un physique qui nous plaît ou d'avoir un caractère ou qui nous plaît, je veux dire, c'est chimique. La personne te touche et c'est électrice. C'est-à-dire que vous êtes fait. Quand il m'a embrassé pour la première fois, je me dis mais c'est pas possible. J'avais jamais aimé embrasser avant. En fait, nos bouches étaient faites pour être l'une avec l'autre. Je veux dire, c'est comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai vu dans mes recherches que c'est le fils de la femme qui t'avait aidé à trouver un logement social. Ouais, non, mais c'est fou cette histoire. Ouais. Donc c'est ma belle-mère que j'embrasse, s'appelle Françoise, que ma belle-mère, on n'est pas encore mariés, mais pour moi c'est ma belle-mère, mais que j'embrasse très fort et qui est une femme incroyable. Et en fait, c'est fou comme tout est connecté dans la vie. Cette femme incroyable, en fait, de part aussi, bien sûr, son éducation donc déjà, je la remercie toujours. Je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que tu as créé la personne au monde que j'aime le plus au monde? Merci Françoise. Et elle me dit merci à toi parce que du coup, je lui ai fait un petit-fils. Du coup, on se dit merci. Tu vois, et en gros, qu'elle adore aussi, du coup. Et en fait, Françoise, enfin voilà, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il est aussi exceptionnel parce qu'il a une mère qui l'a éduqué d'une manière... je veux dire, voilà, il a une éducation incroyable, elle est incroyable cette femme. Donc en fait, il a tout plein de qualités qui vient de sa maman. Parfois, je lui dis, franchement, tu ressembles trop à Françoise. Bref. Désolée de faire la transition du sujet de ta belle-mère à ce sujet, mais oui. C'est la question d'après. Ah oui, parce comment est-ce que tu décris... François, désolée. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la sexualité? Et du coup, t'as un peu commencé à le toucher du doigt, mais du coup, peut-être, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, quel impact peut-être Basile a eu de ce point de vue-là dans ton rapport à la sexualité? Quel impact positif ou pas, ou en tout cas... Ah oui, non mais il a eu un impact super positif, hein, vraiment. J'ai envie de dire que tout ce que j'ai vécu, je repense à plein de choses que j'ai vécues qui pourraient être qualifiées de sexuelles. En fait, pour moi, je les mettrais même pas dans ce terme parce que la sexualité, ça devrait être quelque chose de positif. Je veux dire, où on est consentant, par exemple, déjà. On est consentant, où on passe quand même un bon moment, j'ai envie de dire. Je sais pas, le dictionnaire, je pense qu'il n'y a pas écrit consentement et bon moment. Mais en tout cas, moi, c'est ma nouvelle définition de la sexualité. Et donc aujourd'hui, ma sexualité est totalement différente et je pense que c'est tellement lié à mon chéri. Mais le pauvre, il a galéré quand même. Au début, j'étais extrêmement farouche. Je venais, c'est-à-dire que il m'a récupérée, il m'a récupérée, quand j'avais peur de tout, j'avais aucune confiance en moi. Et quand on parlait de syndrome post-traumatique, de stress post-traumatique, j'avais énormément de blocages. Et en fait, j'avais jamais rencontré cette personne au-delà... je pense qu'il me fallait une connexion vraiment sensuelle, physique, bien sûr, avec
quelqu'un. Mais au-delà de ça, il fallait une personne qui soit bienveillante, qui soit patiente, qui me donne, qui soit respectueuse. C'est des trucs, voilà. Et en fait, j'avais pas le combo, j'avais pas trouvé le combo, j'avais pas trouvé. Et donc lui, il m'a donné, il m'a apporté la totalité. Et après, même s'il y avait tout, c'était très long pour avoir une sexualité épanouissante. Et donc encore aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire ça, c'est qu'encore aujourd'hui, même si je suis comblée, heureuse avec lui, qu'il est très respectueux, qu'on est bien ensemble, il y a des zones encore grises, floues, mortes presque, j'ai envie de dire, c'est triste de dire ça, mais c'est vrai. Et il y a des zones où je peux pas aller. Et en fait, il faut trouver la personne aussi qu'elle accepte. Et en fait, par exemple, lui, il l'accepte. Et le fait qu'il l'accepte, ça me met en confiance. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, il va jamais dépasser cette zone. Donc, c'est pas évident d'avoir une sexualité où tu sais que tu peux pas aller. Moi, c'est pas que j'aurais pas envie d'y aller, c'est que je peux pas y aller, en fait. C'est trop dur pour moi. Et donc en fait, je veux dire, c'est une navigation. On essaye de naviguer ensemble là-dedans. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment là, les prochaines étapes, c'est de continuer le MDR et d'aller creuser sur ce sujet, qui est un sujet toujours très complexe, parce que ça fait très peur pour moi d'aborder ça. J'ai toujours peur que c'est des sensations qui reviennent, des choses difficiles, etc. Mais je sais que j'aimerais bien aller vers là, parce que ça impacterait ma vie sexuelle positivement, et j'aimerais bien ne plus avoir ce fantôme là du passé qui c'est comme si en fait c'est toujours un peu là, quoi. Donc malheureusement, après il y a des moments où il est un peu moins là, parfois il revient un peu, ça dépend des périodes. Parfois je me sens un peu plus bloquée, parfois, donc du coup juste tu trouves un partenaire qui dit ok, il y a aucun souci. Voilà, donc c'est ça. Et après il y a la partie, je trouve que qui va vachement avec la sexualité, je trouve que c'est le désir que j'ai beaucoup questionné, le désir en tant que femme. Mais c'est pas être l'objet du désir, mais être cette personne qui désire l'autre. Ouais. Et je trouve qu'on nous apprend énormément en tant que femme, hein, petite fille, femme, jeune femme, à comment dire, à être cet objet de désir pour l'autre, ouais. Pour l'homme. Et en fait, alors que nous, on a autant de désir, voire plus parfois que les garçons, en fait, il n'y a pas de différence. Vraiment. Et en fait, quand on ressent ce désir, eh bien, on est complètement parfois déboussolé. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, alors que je suis avec un homme extrêmement respectueux et voilà, tout va super bien. Parfois, je ressens un désir ardent, bouillonnant, en fait. Et ce désir, parfois, il me met encore mal à l'aise. Parce que je me dis, attends, mais est-ce que c'est normal ? Parfois, je pense que j'ai honte d'avoir un désir trop brûlant, parce qu'on nous a, bien sûr, lié à mon passé, mais aussi lié à tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a appris en tant que femme, c'est-à-dire, c'est toujours cette espèce de paradoxe un peu... franchement, on est quand même, je suis en 2025, il faudrait que ça s'arrête. Et ce paradoxe qui nous colle à la peau entre la mère et la putain, quoi. C'est-à-dire, c'est soit on est... on est dans le soin, on est dans le don, dans l'objet du désir, être l'objet du désir, ne jamais désirer. Tu vois, en fait, parfois, j'en parle avec mes amis, parfois ça m'énerve, tu sais, quand t'as un désir bouillonnant et tu minaudes. Tu sais, t'es un peu genre... En fait, parfois, t'as envie parce qu'on nous a appris que c'était cette posture-là qui était séduisante, qu'il faut pas trop exprimer son désir parce que sinon ça fait peur, que ça va braquer la personne en face, alors que c'est tout un truc à déconstruire, mais du côté des femmes et du côté des hommes d'ailleurs. Oui, d'accepter, exactement. Parce qu'il y a nous, oser l'exprimer, et il y a en face tomber sur l'homme, que la personne soit prête à l'accepter, à le recevoir aussi, quoi. Exactement. J'aimerais bien qu'on finisse sur la maternité. Oui. Tu as quand même déjà pas mal expliqué au micro de Clémentine Gallet, donc du podcast Bliss, qui est un super épisode que je recommande à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ton chemin pour décider même d'être mère. Donc là, aujourd'hui, tu attends ton deuxième enfant. Oui. J'ai juste envie de te poser une question là-dessus. C'est qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants ? Waouh. Oh là, c'est vraiment la question la plus difficile, je crois. Ah ouais. J'aurais dû réviser en fait. Mais non, il n'y avait rien à réviser. Non, mais c'est bien, moi je réponds spontanément. Attends, je réfléchis. Waouh. En fait, moi, ce qui m'attire le plus, ce qui me donne le plus envie en tant que mère, c'est d'arriver. En fait, presque c'est magique de se dire que
tu crées un enfant qui sort apparemment de ton ventre, de ton vagin. Et en fait, ça va être un individu qui va avoir une pensée libre, avec qui tu vas parler et qui aura pas forcément les mêmes idées que toi, tu vois, qui va te contredire. Et ça, j'adore cette idée, en fait. Donc, en fait, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est cette liberté d'être qui ils sont, qu'ils soient pas forcément en cohérence avec qui je suis. En fait, moi, j'ai jamais aimé le concept du mini-moi, par exemple. Ça m'intéresse pas. Même si je suis très fière que mon fils me ressemble physiquement. Parce que bon, bref, il y a toujours un espèce de truc un peu égocentrique ou je sais pas quand tu fais des enfants, mais bref. Mais ce que j'adore, c'est de se dire, enfin voilà, j'ai envie de leur donner la liberté d'être qui ils sont et de s'épanouir en profondément là-dedans, en fait, d'être fiers de leur identité propre. Et j'ai envie bien sûr de leur, bah voilà, j'ai envie de leur donner énormément d'amour, de sécurité. En fait, je sais pas, il y a beaucoup de cette espèce de notion de liberté d'être. En fait, je trouve que c'est tellement important quand t'as des enfants. Et je pense que je dis ça, j'ai un enfant de 3 ans. Je pense que là, les difficultés vont venir plus tard dans l'adolescence, mais je pense que ça doit être compliqué. Mais en tout cas, ça me donne vachement envie d'avoir des enfants qui sont bien dans leur basket, qui font ce qu'ils, enfin, tu sais, qui n'ont pas choisi une voie parce que on leur a dit que c'était mieux de faire ça. Ça, je pense que c'est, bien sûr. Ça va être... j'aurais des préférences, hein, c'est sûr. Mais je sais pas, quelqu'un je veux qu'il soit juste bien avec lui-même, en fait. Enfin, voilà. Qu'il soit. Parce qu'il en aura un deuxième bientôt, normalement. Je t'ai demandé de sélectionner un texte qui te provoque des émotions pour le lire à voix haute. Qu'est-ce que tu as choisi ? Bah, du coup, en fait, le livre, je vais donner le titre, j'en ai beaucoup parlé, du coup. C'est Le corps n'oublie rien. Ouais. Je vais écorcher le... Je peux le montrer ? Oui, alors il y a des gens qui ne font qu'écouter cette épisode. Ah oui, donc c'est Le corps n'oublie rien de Bezel van der Kolk. Voilà, excusez-moi. Et donc du coup, c'est ce fameux livre que j'ai lu. Donc en fait, c'est une précédente lecture qui est un peu dans la même thématique, qui s'appelle Le corps à ses raisons de Thérèse Berthera. Et je pourrais en parler des heures aussi de celui-ci, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, c'est un premier texte qui m'a vraiment ouvert la porte sur le rapport entre le corps, l'esprit, comment on se sent dans son corps et comment on se sent dans sa tête. Enfin, que tout est lié, en fait. Parce que souvent, voilà, on est dans une société où, en fait, tu sais, c'est très fractionné, genre. Voilà, donc t'as un problème à l'œil, donc on voit que regarder ton œil, t'as un problème là, donc voilà, bref. Donc en fait, je trouve que ça c'est super intéressant, ça enveloppe tout. Et en fait, ce livre, voilà, c'est dans ce fameux livre qu'on retrouve les images du cerveau un peu impacté par le syndrome du stress post-traumatique. Donc on se rend compte des conséquences précises. Et en fait, je voulais trop faire une métaphore. Je pensais à cette métaphore, je vais quand même la dire. Tu pourras couper si tu trouves ça nul. Et en fait, par exemple, quand on vit des violences extrêmes, comme être frappé enfant, être violé, enfin toutes ces choses horribles qu'on peut vivre, et ben en fait dans le corps c'est comme, en fait je sais pas comment expliquer, c'est comme si tu disais à une personne, donc c'est comme si la métaphore c'est quelqu'un a eu un accident de voiture, il a le bras cassé, donc il a concrètement un problème physique, donc tu vas pas lui dire alors pour réparer, pour que ça aille mieux, tu vas me raconter ton accident. Je sais pas, tu vois ou pas le métaphore. En fait, c'est la même chose dans le syndrome post-traumatique, du stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'en fait, pour guérir, bien sûr, il y a une partie parler, on peut raconter, ça fait du bien, mais il y a un truc que tu pourras jamais guérir comme ça. Il y a toujours une partie dans le corps profond qui ne peut pas être réglée que par la parole. Et donc, du coup, il faut le régler par le corps. Donc ce livre, il propose, c'est super, donc ça décrit tout ce que c'est, donc ça légitime, je sais pas si ça se dit légitime, ça légitime vraiment ce qu'on a vécu en tant que victime. On se sent moins coupable en fait, et il n'y a aucune raison de l'être. Et en fait, à la fin, ça donne plein de conseils. Comment aller mieux et comment, voilà, elle donne des astuces. Et elle parle beaucoup de l'EMDR notamment. Donc elle va décrire, donc c'est super intéressant, etc. Et je pense que c'est ce livre d'ailleurs je ne connaissais pas avant de lire ce livre. Et donc la partie, en fait, en gros, c'est très scientifique. Donc j'ai une note de lecture. Je veux lire. Est-ce que je peux prendre sortir mon téléphone ? Bien sûr. Ok. Je te le demande, mais j'ai mon téléphone portable dans la main. Alors voyons voir, il est où ? J'ai mis dans les notes. Voilà. Donc je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, justement. Qui, du coup... Alors, ma petite note... Donc, je peux la lire ? Vas-y. Je lis pas comme toi. Il n'y a pas de... Je lis comme une dernière de la classe, moi. Lis comme toi. Donc, être traumatisé,
c'est continuer à organiser sa vie comme si le traumatisme allait se reproduire à tout moment. C'est vivre dans un corps tendu, vigilant, prêt à se défendre ou à fuir. C'est perdre la sensation d'être pleinement vivant dans le présent. Parce que le passé est toujours là, envahissant, imprévisible. Pour guérir, il ne suffit pas de comprendre avec la tête. Il faut que le corps aussi comprenne qu'il est en sécurité, qu'il peut relâcher la peur, qu'il peut respirer, sentir, bouger à nouveau, sans danger. La guérison, c'est quand le corps cesse de réagir au passé comme si c'était le présent. C'était une super belle lecture, Agathe. C'est vrai. Merci, je sais pas si ça vient de toi. Et voilà, donc vraiment, je conseille beaucoup. Et d'ailleurs, dans le podcast Bliss, j'en parle un tout petit peu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais c'est quoi ce livre, c'est quoi ce livre? Et ben, c'est celui-ci, Le corps n'oublie rien de Bézel. Voilà, je vais juste dire ça. Vraiment trop bien, je le conseille. Pour terminer, je vais te poser plusieurs questions auxquelles tu peux répondre assez brièvement. Ok, très bien. Peux-tu me dire une chose qui est vraie sur toi? Que je suis quelqu'un de vraiment gentil. Et voilà. Une chose qui n'est pas vraie sur toi? Que je suis... maintenant, je pense que on pense ça de moins en moins, mais que je suis quelqu'un de superficiel. Une de tes capacités exceptionnelles? Rentrer en contact avec l'autre. C'est que tu aimerais que tes amis disent de toi? Que je suis quelqu'un de solaire qui apporte de la joie dans leur vie. Peut-être, j'espère. Le gros mot que tu aimes le plus utiliser? En fait, ça me fait penser à un truc avec ma sœur Lorraine qui est vraiment trop drôle, mais je l'utilise pas souvent en vrai. Parce que c'est en cours de latin, quand on était au collège, elle a dit en plein cours, ça me trouve le fion. Très bien. Ça me fait très long rire. Donc je dirais, voilà, j'adore, ça me trouve le fion parce que je trouve ça trop drôle. Voilà, mais c'est pas un truc que j'utilise quotidiennement, mais il faudrait que j'utilise plus. La folie qui a changé ta vie? J'ai envie de dire devenir maman. Ce qui te réjouit le plus dans la vie? Mon fils. De quoi as-tu le plus faim? De bonheur. Est-ce que tu as peur de la mort? Pas directement. Et ça prend d'autres formes. Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi? De la lumière et de la joie. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à terminer cette conversation? J'ai envie de dire beaucoup de... déjà merci, de gratitude de me poser toutes ces questions. Et puis je ressens aussi beaucoup de curiosité. J'ai envie de savoir aussi qu'est-ce que tu penses de tout ça. Voilà. Pour terminer sur une note musicale, est-ce que tu veux bien me donner le titre d'une chanson qui te touche? La chanson qui me touche, parce que je l'ai là sous les yeux, c'est parce que c'est dur à dire, mais c'est Arrow, Ouais. A2ROW. Ouais. Et le groupe, c'est The Irrepressibles. Je le prononce extrêmement mal sûrement, mais c'est une musique magnifique qui monte en puissance et qui explose. Et c'est incroyable. Voilà, je conseille de l'écouter. Merci beaucoup, Agathe. Merci à toi. Merci beaucoup.